Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. La matinale que vous propose Bénin Télévision, vous le savez, ça se passe tous les jours entre 7h et 9h, 6h, 8h, temps universel. Nous sommes aujourd'hui mardi 18 mars 2025 et au menu on parlera santé, on parlera également environnement. Et justement, dans Mardi Santé, on s'intéresse à la tuberculose, une maladie infectieuse et contagieuse provoquée par une batterie. Elle peut toucher de nombreux organes, mais la tuberculose pulmonaire reste la forme la plus répandue. Des cas de tuberculose dite ultra résistante se développent à travers le monde. Comment ces patients doivent-ils être traités? Comment reconnaître les signes de cette pathologie? Y a-t-il un traitement définitif? Eh bien, nous allons retrouver Yasmine Damata et son invité. Vous avez votre enfant qui a des comportements répétitifs et des interactions sociales difficiles, eh bien, c'est peut-être un début d'autisme. C'est une pathologie qui affecte le fonctionnement du cerveau, le système immunitaire, mais aussi le fonctionnement biologique. Quelles sont les origines de cette maladie? Comment faire face à un enfant que l'on ne comprend pas? Quelle prise en charge pour ces enfants? Eh bien, nous vous parlons également de cette maladie avec des éducateurs spécialisés. Téléphone, écran, appareils électroménagers, les déchets d'équipements électriques et électroniques représentent un flux de déchets solides le flux de déchets solides qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Selon le dernier rapport de l'Organisation du Travail, environ 60 millions de tonnes sont produites chaque année, dont 80% se retrouvent dans des décharges illégales et les circuits informels de récupération. S'ils ne sont pas traités, éliminés et recyclés de manière appropriée, ils deviennent une menace pour l'environnement et la santé humaine, alors que quelques 34 milliards d'objets électroniques circulent sur la planète. Comment faire face à ce nouvel enjeu mondial pour des pays comme les nôtres? Quelles sont les initiatives innovantes pour recycler ces déchets spécifiques? Eh bien, nous faisons le débat. Les tortues marines, elles, ont survécu à 5 grandes crises d'extinction de la biodiversité. Aujourd'hui, une seule espèce les menace, la nôtre. Les œufs, la viande, le carapace et leurs écailles font objet de trafic juteux sur le continent africain. Le long de la côte atlantique, des citoyens se mobilisent, des réseaux s'organisent pour enrayer leur disparition. Et les résultats sont là. On vous parlera de ce symposium qui est annoncé sur le sujet. Vous en aurez les échos avec William Apollinaire-Tchouki et son invité. 5 sur 7 matin, tout de suite. Et maintenant, le premier grand format de l'actualité sur Bénin Télévision. C'est le bulletin d'information, une présentation de Génial Afouda Mossi Aboka. Génial, bonjour. Bonjour Aman. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Ça va, un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Pareil. Avec vous, donc on va prendre le petit déjeuner informatif, on y va. Tout à fait. Alors bonjour chers téléspectateurs. Rappelons-le, le 26 février dernier, eh bien, il recevait du chef de l'État des injonctions pour confirmer la pertinence de l'institution dont il a désormais la charge. Conrad Baguidi s'assure à présent de l'adéquation de ses actions avec les idéaux prônés par Patrice Talon. Le président du Conseil économique et social s'est rendu hier lundi à son cabinet. On le suit à la sortie d'audience au micro de Mathieu Sokenou, Patrick Benou, Mohamed Bio et Ariane Da Silva. Nous avons été reçus en audience par le président de la République, M. Patrice Talon, pour faire en sorte que le démarrage des travaux de l'institution, du Conseil économique et social que je préside, soit effectivement conforme à un certain nombre de principes qui sont prévus pour l'ensemble des institutions de la République, parce que la volonté du chef de l'État est de faire en sorte que chaque institution joue son rôle pour que notre démocratie puisse fonctionner comme il se doit. Donc il a été question de pouvoir faire un premier point et de m'assurer donc des modes d'échanges qu'on pourrait avoir dans le fonctionnement de l'institution. Les défis sont nombreux, en dehors du délai dans lequel il faut réagir vite et démontrer que l'institution a son rôle à jouer. Nous avons également des missions qui nous sont fortes. Nous sommes en bonne et due forme une institution non partisane qui va parler à toute la population, quelle qu'elle soit, et sur tout le territoire national. Il doit nous être loisible de pouvoir faire ce travail dans de bonnes conditions et remonter les informations. Nous avons un autre défi qui est celui également de pouvoir expliquer aux populations les différentes décisions, lois et programmes qui sont pris par les différentes institutions pour que les populations puissent mieux les connaître, mieux se les approprier et sans doute
on va dire, contribuer à leur manière à la construction de notre pays et de la nation. Donc ça, c'est un défi sur lequel on doit trouver les bonnes méthodes pour pouvoir fonctionner. Ces méthodes-là vont avec le troisième défi que je vais évoquer, qui est celui donc du type d'institution que nous avons, qui est représentée au niveau des différents départements du pays. Comment nous faisons en sorte de prendre en compte cette richesse, cet instrument vraiment fort dont on est doté pour assurer notre mission et faire en sorte que l'ensemble des institutions bénéficient de ce démembrement et donc de la puissance de l'organisation que nous allons mettre en place. Voilà différents défis sur lesquels il ne faut plus attendre, il faut aller vite pour donner les premiers résultats le plus vite possible. On s'intéresse à présent à Tassi Rangbé, une reine qui a régné sur le Dahomey au XVIIIe siècle. Longtemps restée absente des livres d'histoire, eh bien, l'hérésie est en train de prendre fin. Son rôle dans la dynastie du royaume d'Abomey commence par être connu et répandu. Sa légende inspire aujourd'hui la création artistique. Tassi Rangbé, une renaissance à travers les arts. C'est un reportage signé Patrick Benou, Mathieu Sokenou, Mohamed Bio et Amana Menga. Sur les bas-reliefs qui retracent la dynastie du royaume de Dahomey, un nom est étrangement absent. Tassi Rangbé. Aucune trace. Pourtant, 3 ans durant, l'histoire enseigne qu'elle a régné sur le Dahomey entre 1708 et 1711. Ce documentaire, réalisé par Arnaud Zohou, est l'une des toutes premières productions audiovisuelles sur le personnage. Il date de 2003 et est le produit du croisement de plusieurs sources orales qui attestent du règne de Tassi Rangbé. Il y a évidemment les témoignages, il y a les chants qui restent, il y a les panégyriques des familles, il y a toute une histoire qui se raconte à l'intérieur des collectivités, à l'intérieur des familles, mais aussi qui se raconte dans les cultes. Toute une histoire qui un peu différente, plus secrète, plus cachée, mais qui est aussi une source très très importante. Fille de Wegbaja, 3e roi du Dahomey, Tassi Rangbé est la sœur jumelle du roi Akaba, qui prend la succession de son père à sa mort. À la bataille de Lisaison, opposé au Wémenon, le roi Akaba cède face aux assauts de l'ennemi. Selon l'histoire, il meurt atteint de variole. Sa sœur jumelle, la reine Rangbé, se charge de ses obsèques à l'insu des notables. Elle se drape de vêtements masculins et prend le commandement. Ainsi démarre son règne à la tête d'un Dahomey encore très patriarcal. C'est le début de 3 années tumultueuses entre coups bas, impatience d'un jeune frère et assassinat de son fils unique qui conduit à sa capitulation. 3 siècles après, et longtemps resté grand oublié, Tassi Rangbé renaît à travers les arts. En 2019, Florent Kwaozoti publie Rangbé, la reine interdite. Il y a eu cette espèce d'omerta sur le personnage. Non seulement tous ceux qui sont proches de la cour royale ne veulent pas en parler, mais dans l'histoire officielle, elle est bannie. Donc j'ai fait mes enquêtes et cela correspondait justement à une période où il y a de plus en plus de publications sur elle. Deux ans après sa sortie, l'ouvrage est adapté au théâtre par les soins d'un tout autre dramaturge et metteur en scène, bien connu, du Sérail. Il a même fait une représentation au cœur du palais royal d'Abomey. Pour la première fois, je voyais un public béninois silencieux, muet. 3000 personnes devant un spectacle parce que ça leur parlait directement. Ils étaient demandeurs, mais ils se questionnaient en même temps que le spectacle se jouait. C'est une expérience très agréable à vivre et j'espère renouveler ça. Un jour, si j'avais les moyens, je retournerais le faire. Chez les Kwaozoti, Tassi Rangbé est un personnage inspirant. Pour rendre son histoire accessible à un public plus large, notamment aux jeunes lecteurs, Sonia, l'épouse de Florent, commet une bande dessinée qui retrace l'épopée de la reine. Ici, Tassi Rangbé a bien un visage et des traits physiques.
C'est vrai qu'on n'a pas d'éléments historiques qui nous permettent de dire qu'elle avait telle faciès, mais d'après les différentes sources, on nous a dit que c'était une belle femme, grande de taille et claire de peau. Des initiatives comme celle-là, Sonia n'est pas la seule à les porter. Nous sommes au pied du mur de graffiti le plus long d'Afrique, à 1300 mètres. La reine Tassi Angbé s'invite également dans le street art. À travers cette fresque, le collectif Assart inscrit la reine dans une vision afrofuturiste. Ici, la souveraine aborde une combinaison de cosmonaute. Elle va à la conquête de l'espace. Une reine contestée et combattue, mais dont l'héritage entre dans une nouvelle phase de rayonnement. On lui attribue la conception des Agodje, une armée d'élite exclusivement féminine, de redoutables guerrières, dont la légende va résonner jusqu'à Hollywood à travers la super production The Woman King. Ce royaume a toujours été protégé par les Agodji, une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Une reconnaissance mondiale qui vaut aujourd'hui au Bénin un soft power axé sur la culture. À travers la statue dressée sur le boulevard de la Marina, c'est les Minans, les Agodje et furtivement Tassi Angbé que perçoivent les populations. D'ailleurs, dans les projets gouvernementaux liés à la culture, un pan est réservé à la réécriture de l'histoire du Bénin avec une réintégration des figures oubliées. La science a évolué et les outils d'approche aussi ont vraiment évolué. Et c'est avec ça que les universités aujourd'hui sont en train de prospecter pour aller au plus profond afin de restituer la vraie histoire du Dahomey, la vraie histoire du royaume de Hogonu, la vraie histoire de Kétou, etc., pour en faire un ensemble. Aujourd'hui encore à Abomey, les héritières de Tassi Angbé sont bien présentes et perpétuent la mémoire d'une souveraine audacieuse, une féministe avant l'heure. Vous ne le savez peut-être pas, mais la semaine de l'argent se célèbre du 17 au 23 mars de chaque année, une semaine qui sensibilise à l'éducation financière et à la consommation responsable. Occasion de revenir sur l'importance de l'éducation financière et les opportunités qu'offre le marché financier aux épargnants. Reportage. Hilary, Espérancia, Ariel et Marie Florel sont étudiants en deuxième année de gestion financière et comptable. Après les cours de ce mardi matin, les 4 amis se retrouvent pour un débriefing. Les échanges portaient sur l'épargne. Oui, ça m'arrive souvent d'épargner de l'argent. Mais comment ça se passe avec toi? C'est un peu difficile parce qu'en tant qu'étudiante, il y a des frais à payer pour les documents et tout. Mais quand même, j'épargne parce que j'entreprends. Donc, ça m'aide pour mes besoins personnels. Lorsque je vais épargner, ça dépend. Je suis un peu dans l'événementiel. Donc, quand je vais faire un événement, je me prépare en conséquence et je prépare l'argent de côté, mais pas automatiquement. Des épargnants qu'on pourrait qualifier de circonstanciels, puisque l'épargne représente la partie du revenu qui n'est pas consommée. C'est une action volontaire en vue de réaliser des projets futurs. Pour améliorer votre vie dans le futur, non seulement vous gagnez des revenus, vous consommez une partie, vous épargnez une partie. Et cette épargne-là, ça peut être investi. Vous achetez peut-être une parcelle de terre que vous laissez là pour revendre après, ou bien vous construisez sur ça et vous revendez. Sur le marché financier, d'autres opportunités s'offrent aux épargnants. Pour les dénicher, il faut faire recours aux sociétés de gestion et d'intermédiation. Fabien est le responsable d'une de ces sociétés. J'ai suivi tout à l'heure à la radio une campagne sur l'ouverture d'un compte titre. Oui. Et je suis bien intéressé. Je voudrais savoir quelles sont les démarches. Le marché financier est resté méconnu pendant plus de 25 ans. Je parle de la BRVM, le marché des actions et le marché des obligations, sur lesquels tous ceux qui veulent investir peuvent porter leur investissement. Et quand je prends les actions, le fait d'être actionnaire, c'est un privilège qui amène à assister aux assemblées générales. Et quand la société également réalise des bénéfices, je suis privilégié également à
partager à avoir cette virgule sous forme de dividende. Les obligations sont des formes de dette en emprunt obligataire émises par les émetteurs et la majorité sont les États. Et quand j'investis sur ces produits, c'est que je participe au développement. Et les obligations sont des titres qui vous donnent des revenus constants dans la durée. Avec des taux avoisinant 6% selon le pays émetteur. Mais sur le terrain, les SGI sont parfois confrontés à la réticence des populations. On leur a inculqué que quand on investit son épargne, on peut perdre son capital. On dit aussi que ce sont les riches qui investissent sur le marché. C'est archi faux. Quand on va voir même les produits qui sont sur le marché, je prends une obligation qui est à 6%. La valeur nominale est à 10 000 francs. Il y a des actions sur le marché financier qui sont à moins de 2 000, 3 000. Dans nos cursus, c'est un aspect qu'il faut infuser pour dire aux gens, vous pouvez être quelqu'un qui soit en train de gagner 500 000 francs par mois, mais devenir pauvre, comme quelqu'un peut être en train de gagner 100 000 francs, et en gérant ça correctement, il peut être à des niveaux que celui qui gagne beaucoup ne peut pas atteindre. Parce qu'il y a une grande différence entre le revenu et la richesse. Il faut apprendre aux gens comment ils peuvent gérer leurs revenus pour constituer de la richesse. Et c'est aussi ça, l'objectif de la Semaine de l'argent. Promouvoir l'éducation financière pour une bonne gestion des ressources et la création de richesses. Écho à présent d'un nouvel acte des samedis du PAG, une initiative pour mieux vulgariser le programme d'action du gouvernement. Et c'est au tour des filles et fils de Glazoué dans les collines d'accueillir le porte-parole, Wilfried Léandre Rombedji et une équipe ministérielle. Les stratégies mises en œuvre par le président Patrice Talon sont mieux expliquées lors de cette rencontre. Pierrette Adayossi et Kadnel Kakou. Ce que Talon nous a fait à Glazoué, on ne peut même pas le qualifier. C'est globalement l'appréciation que font les populations de Glazoué sur les réalisations du gouvernement. Il nous a fait le marché. Quand le marché est fini, on a l'eau. Parce que des années passées, on prenait des bidons et on va du matin jusqu'au soir. On a de l'eau. Il y a l'énergie. Il nous a dit qu'il veut nous faire la route de Aklangpa à Wessé. On acclame déjà pour ça. Acclamez pour le président. Oui. Je pense que Glazoué est en train de revivre d'espoir par rapport à l'eau. Quant à l'électricité, l'extension a commencé. Certes, ça n'a pas encore totalement gagné toute la population de Glazoué. Mais il y a un effort quand même qui est à apprécier. Nous avons remarqué aussi au niveau du système éducatif que le gouvernement a ménagé assez d'efforts pour rendre la chose facile aux parents avec l'appui de la gratuité et des jeunes filles au niveau du premier cycle. Il y a deux petites actions, mais qui me paraissent quand même des actions d'envergure qui ont été omises. Vous avez oublié, chers parents, chères populations, les cantines scolaires. Ou bien, il n'y a pas de cantine scolaire à Glazoué? Il y en a, n'est-ce pas? S'il y en a, applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Il y a peut-être un élément additionnel qui n'a pas été dit. Vous avez parlé de la voie Glazoué à Klangpa, qui est déjà en chantier. Et je veux vous rappeler que quand on dit que c'est en chantier, ce n'est pas le jour où on a vu les gros engins. Quand on commence à mettre les piquets pour prendre les mesures, c'est déjà en chantier. Ce sont autant d'efforts consentis depuis l'avènement de la rupture en faveur du développement durable du pays. En dépit de cela, la population de Glazoué nourrit l'espoir de voir concrétiser d'autres projets. Tout ce que vous avez cité là, vous n'avez pas eu de ministre au gouvernement. Et pourtant, ça a été fait. Donc le gouvernement, il réfléchit à comment il règle les problèmes de toutes les communes, de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Les cantines scolaires, on ne cherche pas à savoir si dans telle commune, il y a un fils qui est au ministère, qui est au gouvernement. On ne cherche pas à savoir. L'eau potable, c'est pour tout le monde.
Je viens de Ouessé. Ouessé n'a pas encore l'eau comme ici. Et Ouessé veut avoir de l'eau. Pourtant, ils ont au goût aller. Le fondamental, ce n'est pas les postes politiques. C'est comment on règle les problèmes à la base. Les ministres là, les autorités à divers niveaux, ne travaillent pas que pour leur localité. On travaille pour toute la nation. Et nous voyons le leadership de notre président Patrice Talon. Vous ne pouvez pas vous lever et dire vous êtes en train de travailler que pour votre localité. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas donner des exemples, mais si je dois donner un exemple me concernant, dites-moi, vous avez une université ici. Mais pourtant, vous savez combien d'étudiants de Glazoué que moi je gère un peu partout? Je gère tous les étudiants du Bénin. C'est pour le Bénin que nous travaillons. Est-ce qu'il y a une université quelque part à Saverne? Non. C'est pour ça que je veux vous rassurer. Ce qu'on a déjà fait sans que vous ayez quelqu'un, ce qu'on a annoncé et qui, selon vous, tarde à venir, notamment les chantiers de route, ça va être fait. Des mots d'assurance du porte-parole du gouvernement qui donne le sourire aux populations de Glazoué. Direction Parakou, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité en charge de la décentralisation s'est entretenu avec les leaders traditionnels et religieux. Dans sa mission de contrôle et d'information, Rachidi Badamassi n'est pas reparti sans une visite à l'archevêque de Parakou. Le ministre conseiller fait le point de sa mission au micro de Olviga Messan et Aziz Alagbe. On l'écoute. Je suis venu ici recevoir la bénédiction du Monseigneur. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Monseigneur de prier pour la nation, de prier pour son chef, de prier pour le pays. Avant de venir ici, on était avec la communauté musulmane et les têtes couronnées, où nous avons lancé les messages de paix. Je leur ai demandé de collaborer avec nos forces de défense et de sécurité. Et je pense que nous allons continuer par sensibiliser les chefs quartiers, les élus locaux. Le rôle de ces populations, comme je l'ai dit, c'est de collaborer et c'est de briser la méfiance qui existe entre les hommes en uniforme et les populations. Créer une proximité, une collaboration positive dans le sens de l'intérêt général. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que les populations ont compris. J'ai demandé aux populations de ne pas considérer les forces de défense et de sécurité comme les ennemis. Mais c'est nos parents. Les hommes en uniforme, c'est nos parents. C'est leurs parents. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, la sensibilisation. Je pense ensemble, on est plus fort. Et je demande vraiment à cette tête couronnée, à la communauté islamique, de continuer par prier pour le pays. Professionnalisation du métier de transporteur. La révolution a pris corps en 2023 avec le système électronique de gestion du fret routier. Aujourd'hui, les réformes connaissent une avancée majeure. Une base de données contrôle désormais le mouvement des transporteurs d'un point A à un autre. Il s'agit de la lettre de voiture électronique. On découvre l'innovation avec Jean Nombimet et Gilles Dansou. Rendre beaucoup plus professionnel l'exercice du métier de transporteur au Bénin, ce qui justifie la mise en place d'une plateforme à travers un système de gestion intégré du fret routier. Il s'agit de la lettre de voiture électronique. N'est plus transporteur qui veut, transporteur celui qui est dans la base de données de l'Agence nationale de transport terrestre. Chaque transporteur va avoir une carte désormais sur lui de transporteur, mais également ce qu'on appelle la lettre de voiture. La lettre de voiture, c'est le contrat. Vous êtes importateur et je suis transporteur. Nous devons donc avoir un contrat en bonne et due forme. Et c'est ce contrat qu'on appelle lettre de voiture. Cela veut dire que les cargaisons qui arrivent, les marchandises qui arrivent, que l'importateur ou le propriétaire confie désormais au transporteur, le transporteur se déplace avec un document qui est le contrat à bord du véhicule et sur les marchandises. La lettre de voiture électronique a donc des contenus bien précis. Sur la lettre de voiture, vous aurez toute forme d'information. Déjà le conducteur, le numéro de son permis, et la destination de la marchandise, la nature de la marchandise, le tonnage de la marchandise et
le point de départ, le point d'arrivée, la date de départ, la date d'arrivée. Donc, toute forme d'information. L'administration a lancé un chantier de l'élaboration du coût indicatif du transport, c'est-à-dire il dira au kilomètre, voilà le coût sur lequel vous pouvez négocier. Vous pouvez aller au-delà, vous pouvez aller en deçà, mais toujours est-il que l'administration désormais, sur la base des intrants, le coût du carburant, le coût d'exploitation des véhicules, le coût du personnel, désormais va mettre au point un coût indicatif du transport au kilomètre. Une base de données plus fiable pour contrôler l'exercice du métier de transporteur au Bénin. Et puis le Fonds international de développement agricole FIDA a officiellement un siège au Bénin. L'inauguration a été faite à Cotonou. Le FIDA, rappelons-le, est un organisme spécialisé des Nations Unies consacré au développement rural afin de contribuer à la réduction de la pauvreté. Benjamin Denayon et Gilles Dansou. Un cadre de travail attrayant, bien confortable pour accueillir le siège du Fonds international de développement agricole, FIDA, au Bénin. Nous avons convenu que nous toucherons 1 million de Béninoises et de Béninois au cours de ces 6 prochaines années, avec un impact mesurable sur leurs conditions de vie, leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et leur résilience. Nous avons vu des bureaux des Nations Unies s'ouvrir à Barakou, à Natitengou. C'est une façon aussi d'être au plus près des populations. Le FIDA, un partenaire dévoué et constant qui appuie la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les États membres. Cette coopération renforcée nous permettra d'intensifier notre travail sur la sécurité alimentaire, adaptation au changement du climat, inclusion du genre et l'emploi des jeunes, conformément à la stratégie du FIDA pour soutenir les communautés rurales et ne laisser personne de côté. Le Bénin reçoit des crédits de financement du FIDA depuis 1978. Le portefeuille actif du Fonds international pour le développement agricole au Bénin est constitué de 3 projets actifs à ce jour pour un total de 220 millions de dollars, soit 117 milliards 762. La montée des drapeaux du Bénin et des Nations Unies reste un signe d'une coopération fructueuse. Voilà, ce sera tout pour le bulletin de ce mardi. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même canal. Merci, Génial Afouda, monsieur avocat. On se retrouve dans les couloirs de la rédaction. Eloïse Balougou, bonjour. Bonjour Aman, comment vous allez? Bien, merci, et vous-même? Ça va, à la pleine forme. Avec vous donc, on va faire le tour d'horizon des journaux. Le Carana a parvenu à notre rédaction ce mardi-là. Une des journaux. On y va tout de suite, Ulaïs. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. J'ai oublié de vous saluer, je le fais. Moi, ne m'a pas laissé le temps de le faire. Alors, venons-en justement à cette une des journaux. On démarre par Fraternité qui revient sur cette modernisation du transport routier. Vous l'avez certainement constaté si vous avez suivi le bulletin. On parle ce matin donc de la lettre de voiture électronique qui sera lancée aujourd'hui donc par l'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres. C'est Fraternité qui nous l'apprend à sa manchette. Fraternité revient également, ou parle également de la grande saison des pluies au sud du Bénin. En interrogeant Dr Inès Oyede, elle nous informe que l'année 2025 n'augure pas d'une très bonne prévision. Il est recommandé, selon elle, aux agriculteurs de privilégier des cultures à cycle court et résistantes au stress hydrique. C'est Dr Inès Oyede qui nous en parle. Et puis sur on va dire le 35e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, il y a une réflexion de David Sohoué qui dit que l'heure aujourd'hui est de re-questionner les acquis. On passe à présent au journal Le Matinal qui ce matin parle de cette
qui nous informe de cette hausse toujours constante du ciment, du prix de la tonne de ciment. Malgré une note de mise en garde du ministère du Commerce, le prix de la tonne de ciment toujours en hausse, informe le matinal, qui ajoute que les consommateurs souffrent le martyre dans la commune de Semek-Bodji. Le matinal, toujours à sa une, qui parle de la gestion de l'afflux des réfugiés dans le septentrion. La Banque mondiale appuie le Bénin avec 19,8 milliards de francs CFA, nous informe le matinal. Et puis ce deuil dans le monde du handball, j'y arrive. Dans le monde du handball béninois, Serge Akakpo sera inhumé le 22 mars prochain, nous apprend le journal Le Matinal, qui ajoute que les acteurs du secteur pleure sa disparition. On passe à présent au journal Matin Libre. Matin Libre qui se permet aujourd'hui de voir comment est-ce que les anciens présidents d'institutions arrivent à se voir ensemble. Le journal dit qu'il est important aujourd'hui, ou plutôt que le plus difficile aujourd'hui est de concilier les intérêts qui sont malheureusement divergents, dit Matin Libre en sa manchette aujourd'hui. Matin Libre qui parle d'ancrage. Faisal Draman explore les racines de l'être. Toujours avec le journal Matin Libre qui revient sur ce sujet qui a fait débat ici hier. Avec vous, Herman, le sujet sur les chefferies traditionnelles. Polémique autour de l'absence du royaume de Sahé, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est ce que nous dit Matin Libre ce matin. On passe à présent au journal L'Indépendant. L'Indépendant qui, en sa manchette, parle de la rencontre entre le président Patrice Talon et le président du Conseil économique et social. Une convergence de vues sur les défis socio-économiques, nous apprend le journal L'Indépendant. Et L'Indépendant qui est allé interroger le président de la FCBE, Paul Hunkwe, joute électorale de 2026. 30%, c'est difficile, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible, dit Paul Hunkwe à la une du journal L'Indépendant. Et puis, cette actualité depuis hier, vous l'aurez certainement entendu sur les réseaux sociaux, le Niger qui annonce son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, un sujet qui fait débat et qui certainement va continuer à faire débat. Là-dessus, donc, s'arrête la une des journaux de ce matin. Herman. Merci, Philippe Balogun. On vous retrouve en fin d'émission. Ce sera avec les cours de 8h55. Vous serez avec nous pour donner lecture de votre lecture des journaux. Merci. C'est bien ça. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, sénateur, l'empereur. Vous avez plusieurs surnoms que je me permets de dire à l'antenne. Allez, à tout de suite. 5 sur 7 matin que on retrouve Yasmine Damata pour sa chronique santé, mardi santé, qui s'intéresse à la tuberculose. À tout de suite. Vous vous posez certainement la question de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur cette pathologie et qu'on vous dira aujourd'hui. En tout cas, on vous parle une fois encore de la tuberculose. La répétition est pédagogique. C'est une maladie infectieuse et contagieuse provoquée par une batterie. Elle peut toucher de nombreux organes, mais la tuberculose pulmonaire reste la forme la plus répandue. Des cas de tuberculose dite ultra-résistante se développent à travers le monde. Ultra-résistante, vous voulez comprendre que forcément, ça défie les lois des médicaments. Comment les patients doivent-ils être traités? Comment reconnaître les signes de cette maladie? Y a-t-il un traitement définitif? Yasmine Damata, bonjour. Bonjour, Emon, comment vous vous portez? Bien, me porte, me charme, et vous? Ça va très bien également. Je vous donne mon sourire ce matin. C'est un sourire jaune. Ça n'a rien à voir avec un sourire réel. En tout cas, bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Comme l'a dit Emon, aujourd'hui, on parle de la tuberculose, cette maladie qui est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Le 24 mars prochain, Emon, c'est bien la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Et pour mieux comprendre cette maladie, savoir les enjeux mis en place pour éradiquer cette maladie, nous avons sur ce plateau notre spécialiste médecin pneumologue Gildas Agodokpesi qui est toujours là présent pour informer les populations par rapport à cette maladie. Alors docteur Agodokpesi, bonjour à vous, comment vous vous portez? Bonjour Yasmine, c'est un plaisir. Un plaisir toujours partagé. Bonjour docteur, bonjour professeur, voilà, pour être plus précis. C'est vrai qu'on a un peu défini la maladie, mais on ne saurait commencer sans
qu'un spécialiste que vous êtes puisse encore définir cette pathologie à nos téléspectateurs. Oh, mais je crois qu'après la présentation de Herman, j'ai plus grand-chose à dire. J'ai plus grand-chose à dire. Il a tout dit. La tuberculose, c'est une maladie qui peut toucher tous les organes du corps humain, mais préférentiellement le poumon. Et c'est cette forme qui est la forme la plus fréquente et qui est aussi la forme à l'origine de la transmission de la maladie dans la communauté. Et le 24 mars de chaque année est la journée mondiale donc, qui est consacrée pour permettre de réfléchir et impliquer tout le monde pour que nous puissions continuer à réfléchir davantage sur cette maladie qui, paradoxalement, nous la connaissons très bien. Nous avons les moyens également de la soigner, mais malheureusement, elle se fait persistante dans la communauté et à l'origine de beaucoup de drames humains. Je précise que c'est la tuberculose qu'on appelle en fond Quinwi. Exactement. Quinwi pour dire vous toussez jusqu'à blanchir. Voilà, parce que c'est une toux, effectivement, mais ce n'est pas une toux simple, c'est une toux qui vous détruit, c'est une toux qui vous fait blanchir. En fait, vous perdez du sang, vous devenez anémié, vous devenez fatigué, le pantalon ne tient plus sur les fesses, vous ne pouvez plus rien faire, vous n'êtes plus productif pour la communauté. Mais quels sont les principaux défis liés à cette maladie? Alors, les principaux défis, ça dépend de là où on se situe. Alors, on va partir peut-être d'un niveau beaucoup plus stratégique. Actuellement, il y a le souci du financement de la lutte anti-tuberculose dans le monde. Et cette année, c'est l'année, vous savez qu'il y a le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose. Voilà, il y a donc les États du monde se réunissent parce que c'est un problème majeur, c'est un problème qui concerne toutes les nations, certains plus que d'autres, c'est vrai, mais ça concerne tout le monde. Et donc il y a la reconstitution, cette année c'est la reconstitution des fonds par ces pays-là pour donner davantage de moyens au niveau, aux structures de santé, aux programmes de santé, aux ministères qui dérivent généralement des ministères de la Santé pour mieux coordonner l'action de lutte. Alors, au niveau essentiellement maintenant, quand on aborde la lutte au niveau un peu plus opérationnel, c'est encore malheureusement le retard au diagnostic. Le retard au diagnostic, nous n'arrivons pas encore à dépister suffisamment. Donc, on parle de l'insuffisance, entre le retard et l'insuffisance du dépistage. En fonction d'un certain nombre de paramètres, on peut deviner dans une population le nombre de cas attendus, mais il se fait que nos statistiques montrent que nous sommes toujours en deçà de ces cas attendus. Et tant qu'il y a des malades dans la communauté, c'est que la propagation de la maladie continue. L'autre défi également, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les moyens, nous avons les médicaments, mais les populations continuent encore de mourir. Si je dois vous donner quelques chiffres, au Bénin par exemple, on estime à peu près entre 300 et 400 le nombre de Béninois qui meurent chaque année de la tuberculose. Et ça c'est les populations, ça c'est parmi les gens qui ont pu entrer dans le système de soins, sans compter ceux qui sont restés, qui sont morts dans le silence de leur maison, et on peut même extrapoler à 1000 cas, voyez-vous. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez préoccupant. Chaque année, nous avons 4000 cas diagnostiqués, ce qui est beaucoup pour les 12 ou 13 millions de Béninois que nous sommes, et chaque année, on a l'impression que ça augmente. Et donc, il faut mener des actions beaucoup plus hardies pour aller au sein de la communauté, pouvoir dépister ces cas-là pour les soigner, parce que c'est le premier niveau également de la lutte, c'est le dépistage traité. Si on dépiste et qu'on traite ces cas, il n'y en a plus dans la communauté, et donc le risque ne sera qu'un risque subsidiaire dont nous aurons certainement aussi le temps de parler. Et tout à l'heure, vous avez dit 4000 cas. Comment se propage la tuberculose au point qu'on ait autant de cas, et même d'autres qui ne se font même pas dépister sont toujours là dans la société? Alors, la tuberculose a cette spécificité d'être une maladie qui ne survient que lorsqu'un nombre de facteurs de risque sont réunis. C'est une maladie opportuniste. Pour caricaturer, je dirais, c'est une maladie qui ne survient pas chez certaines personnes, ou bien qui a une faible probabilité de survenir chez l'homme sain, chez l'homme qui a priori vit dans de bonnes conditions, a une alimentation équilibrée, n'a pas une maladie particulière, vit dans un bon environnement.
Ça, c'est une façon peut-être pour moi de caricaturer la chose pour que les téléspectateurs nous suivent. Et donc, il y a ces facteurs de risque-là. Alors, la communauté, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup plus de tuberculeux, vous en rencontrez, vous avez un risque. Mais il y a les facteurs, je dirais, socio-économiques. Et pour me résumer, je parlerai de la pauvreté avec ses corollaires. Avec ces corollaires que sont l'habitat, l'environnement, le milieu de vie qui n'est pas sain. Quand on ne respire pas un bon air et qu'on vit dans un environnement qui n'est pas sain, le risque est plus élevé. Tout à fait. Ensuite, quand vous vivez la promiscuité, un habitat destiné à 2 personnes, vous en voyez 15, 16, 20 qui sont dedans, ce sont également des facteurs de risque. Et maintenant, quand j'ai fini de parler de ça, il y a les facteurs presque individuels. Quand vous ne mangez pas bien, la plupart, 80% de ces 4000 cas, je peux vous le dire, ont des problèmes de malnutrition. Ils ne mangent pas satiété ou c'est déjà la constitution du repas qui n'est pas équilibré? Alors, quand je parle de malnutrition, c'est la malnutrition par défaut. Il n'y en a pas suffisamment ou bien parfois, ils ne savent pas toujours bien manger. D'accord. Même quand ils ont les moyens, ils ne savent pas toujours bien manger pour avoir un corps sain. Ensuite, il y a les maladies qui fragilisent normalement, qui vont fragiliser le corps et sur lequel maintenant la tuberculose va pouvoir rapidement émerger. Et au nombre de ces maladies, on parle du VIH-Sida, mais ce n'est pas la seule maladie. Il y a toutes les autres maladies qui ne sont pas bien prises en charge et qui créent une situation, on dit en termes médicaux, d'immunodépression, c'est-à-dire de faiblesse de l'organisme, vont être le nid et vont rendre ce corps-là une proie facile pour la tuberculose. Alors, professeur, on parle de la tuberculose pulmonaire qui est la forme la plus répandue, mais aujourd'hui, on avance d'autres formes de tuberculose, notamment des tuberculoses dites ultra-résistantes. Résistantes à quoi? Alors, résistantes aux médicaments essentiels. Essentiels. Alors, il faut le dire, ça, on le connaît dans le milieu de la médecine. Quand on commence à manipuler des antibiotiques, les gemmes, eux aussi, développent des mécanismes de résistance pour surmonter ces antibiotiques-là. Tout à fait. Et la plupart du temps, c'est le mésusage de ces antibiotiques qui va créer les conditions pour que les gemmes deviennent résistants. Et donc, les médicaments que nous avons dans la tuberculose, qui sont des médicaments bientôt centenaires, qu'on appelle encore médicaments essentiels, à force de les utiliser et parfois avec quelques difficultés qu'on a sur le terrain de mésusage de ces antibiotiques, nous arrivons à avoir des cas de tuberculose multirésistante. Mais rassurez-vous, au Bénin, la situation est bien sous contrôle pour ces cas-là, puisque nous avons, à travers le programme national contre la tuberculose, mis en place des directives qui nous permettent d'assurer un bon traitement des cas. Et donc, c'est vraiment une situation assez marginale dans notre cas. Est-ce qu'une toux persistante cache forcément une tuberculose? Nous sommes en contexte d'endémie et donc une toux persistante a une forte probabilité de cacher la tuberculose. Bien sûr, je ne vous ferai pas un cours de médecine ici, il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent simuler la tuberculose et qui vont s'exprimer par la toux. En tout cas, une toux qui dure depuis plus de 2 semaines doit faire l'objet d'une consultation dans un centre de santé et l'agent de santé, je ne dis pas forcément le médecin, l'agent de santé qui est là est assez outillé pour pouvoir faire le tri et vous dire non, c'est une toux banale, non, attention, allons voir si ce n'est pas la tuberculose et il vous proposera le test. L'examen des crachats, qui est un examen qui est rendu gratuit sur tout le territoire national. Est-ce qu'on a guéri définitivement la tuberculose? Alors, voilà... Mais est-ce qu'on ira directement à la guérison? Je veux savoir. Oui, pour dissiper au moins certains... C'est très important cette question-là, Eman. Et c'est la seule maladie, parfois quand je suis devant les patients, je leur dis, c'est la seule maladie dont j'ai la certitude de vous guérir. Parce que si vous prenez bien les médicaments, vous allez en guérir. Et effectivement, on guérit. Mais, quand j'ai fini de dire ça, je dois vous dire, dans notre contexte particulier du Bénin,
Je vous ai dit tout à l'heure, les défis que nous avons, c'est le défi du retard au diagnostic. Tout à fait. Et donc, les gens viennent à un stade assez avancé de la maladie. Nous arrivons à les guérir, pour ceux qui vont guérir, mais les séquelles de la maladie au niveau des poumons vont faire que ces gens-là vont continuer à tousser toute leur vie. Et donc, dans la pensée commune de nos populations, voilà une maladie dont on ne guérit pas parce qu'il a eu la toux, il est allé dans un centre antituberculeux, mais il continue toujours de tousser et il tousse encore parce que malheureusement, il a développé des séquelles de la maladie. Mais puisqu'il tousse encore, est-ce qu'il ne constitue pas un danger pour son environnement? Non, il constitue un danger quand il a le microbe en lui et que ce microbe est infectant. D'accord. Je peux vous dire, dès qu'il commence à prendre son traitement antituberculeux, il n'est plus contagieux. Voyez-vous. Mais malheureusement, et ça c'est un problème, c'est une problématique réelle dans notre communauté, en tout cas dans notre pays, les gens pensent qu'on ne guérit pas de cette maladie et pour eux, dès que nous voyons quelqu'un qui a fait la tuberculose et qui continue de tousser, c'est que c'est la maladie qui continue. Mais quelle stratégie est mise en place pour détecter déjà précocement cette maladie puisque les gens ne viennent pas? Alors, les stratégies sont nombreuses. Il y a déjà la stratégie communautaire. Et vous savez, il y a la politique nationale de santé communautaire actuellement, avec les relais communautaires qui vont permettre d'aller dans les hameaux, dans les maisons, pour dépister déjà tous ceux qui ont des symptômes évocateurs et seront référés vers les structures de soins pour leur dépistage. Mais il faut continuer toujours à en parler parce que, je le disais également un peu tout à l'heure, la stigmatisation liée à cette maladie persiste encore dans les mentalités. Et cette maladie, par son histoire, a traumatisé bien des gens et les gens ne veulent pas en parler. Quand vous leur dites, bon, et si c'était la tuberculose, que Dieu m'en garde. Comme si, alors que c'est la maladie, pas ricochet. Qu'on peut soigner, qu'on peut guérir. Dont on guérit, je le dis avec beaucoup de certitude. Et beaucoup de vigueur aussi. Beaucoup de vigueur, c'est la maladie dont on peut guérir si l'on prend bien son traitement. Vous pouvez nous rappeler déjà les centres de prise en charge, les centres où on peut avoir les soins? Il faut dire que dans le cadre de notre politique au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose, tous les centres de santé sont des centres collaborateurs et participent du dépistage. Et donc, dès que le patient entre dans le système de soins, il est orienté vers ce qu'on appelle les centres de dépistage et de traitement, qui sont en fait des structures, des structures sanitaires qui sont accréditées pour dérouler le paquet d'activités de dépistage et de traitement. Et actuellement, dans le pays, nous avons un peu moins d'une centaine de centres de dépistage et de traitement qui sont répartis sur tout le territoire national, dans toutes les communes. Dans toutes les communes du Bénin, au moins, il y a un centre de dépistage et de traitement. Dans d'autres communes, il y en a 2, 3, et qui prennent en charge gratuitement ces patients-là, qui assurent le diagnostic qui est gratuit, ensuite le traitement et également le suivi jusqu'à la guérison. Le 24 mars prochain, c'est la journée mondiale de lutte. Dites-nous, quelles sont les actions mises en place déjà pour une meilleure sensibilisation? Alors, nous comptons sur vous. La sensibilisation passe d'abord par vous. Et on a commencé aujourd'hui. Et nous avons commencé là et nous allons continuer avec toutes les campagnes de communication, de sensibilisation. Il y a également la journée qui sera célébrée avec les différents acteurs. Et dans tous les centres de santé qui prennent en charge ces patients-là également, il y a des mini-célébrations qui permettent au niveau local vraiment d'impacter et de faire la sensibilisation pour que les patients puissent continuer à venir dès qu'ils ont les moindres symptômes fréquentés et surtout travailler sur ces stigmates que nous avons dans la communauté et qui sont un frein au traitement, aux soins de la tuberculose. Nous allons finir par quelques conseils à la jeune génération pour une meilleure sensibilisation. Comment peut-il sensibiliser autour d'eux pour une meilleure lutte contre la tuberculose? Alors, pour une meilleure lutte contre la tuberculose, nous l'avons dit, au niveau communautaire, c'est la toux. Dès qu'il y a une toux qui persiste, il faut aller au centre de santé pour aller comprendre l'origine de cette toux-là. Et si c'est la tuberculose, vous allez bénéficier d'un traitement. Ensuite, il faut avoir
développer, il faut développer en soi-même. On dit que chacun est son propre médecin. Ouais, comme je vous ai dit, l'hygiène de vie, c'est fondamental. L'hygiène de vie, l'hygiène du corps, l'hygiène du milieu sont autant d'éléments sur lesquels nous devons insister. Et si on découvre un tuberculeux dans son environnement, ce n'est pas une occasion pour fuir cette personne-là. Au contraire, il faut l'accompagner, il faut aider les services de santé à faire le dépistage autour de ces cas pour qu'on puisse vraiment, à partir d'un cas, pouvoir mettre hors de danger la communauté. Merci beaucoup, docteur Gidas Agodokwesi. Je précise que vous êtes médecin pneumologue au centre Lazaret. Exactement. À vous, fidèles téléspectateurs, je ne partirai pas sans vous rappeler l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle. On peut être pauvre et bien vivre. Vous pouvez également faire votre dépistage. Il a dit, tant que vous avez une toux qui persiste à plus d'une semaine, moi je dirais, allez tout de suite voir un médecin pneumologue ou un généraliste pour savoir si ce n'est pas une tuberculose qui s'y cache. Ce sera tout, mon Amiga. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damata, pour toutes ces informations. Je sais et j'imagine que le professeur Agodokwesi, après cette émission, il y a une file d'attente qui l'attend du côté d'Akpakpa à Lazaret. Il va faire le dépistage à toutes ces personnes. Même une minute. Vous avez compris, vous également, comme si vous toussez plus d'une semaine, je vous enverrai. Oh, docteur, je vais l'envoyer là-bas. Allez, Yasmine, merci. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci à vous également. À très bientôt. 5 sur 7 matin. À suivre dans les prochaines minutes la chronique de William Apollinaire Tchouki. Avec lui, on parlera des tortues marines. Oui, on en parle encore aujourd'hui. Juste après, on s'intéresse à l'autisme. Bien évidemment, ce trouble du comportement qui est souvent méconnu ici chez nous, dont on ne connaît pas forcément, on va dire, les mécanismes de prise en charge. Derrière, nous allons nous intéresser aux déchets électriques et électroniques qui constituent une véritable plaie pour le continent. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le Cyber Cleanup Day et on profite pour poser le débat. Que deviennent donc ces objets électriques et électroniques que nous utilisons dans notre quotidien une fois que nous avons fini de les abîmer? Ah oui, c'est maintenant que vous y pensez. Il y a ce téléphone que vous avez dans votre chambre qui ne vous sert plus à rien depuis au moins 10 ans et qui est toujours là en votre compagnie. Comment on fait pour s'en débarrasser? Vous suivrez tout à l'heure la réflexion de mes francs-parleurs du mardi. 5 sur 7 matin, mardi environnement. Tout de suite avec William Tchouki. Les tortues marines ont survécu à 5 grandes crises d'extinction de la biodiversité. Aujourd'hui, une seule espèce la menace. C'est la nôtre. Les œufs, leur viande, leurs carapaces et leurs écailles font l'objet de trafics juteux sur le continent africain. Le long de la côte atlantique, des citoyens se mobilisent. Des réseaux s'organisent pour enrayer leur disparition et les résultats sont là. On vous parlera de ce symposium qui est annoncé sur la question. On en fait écho avec William Apollinaire Tchouki et son invité qui n'est plus si invité que ça puisque c'est un intrus qui connaît la maison. William, bonjour. Bonjour, Rodrigue. Comment allez-vous? Super cool. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir partagé. Et de recevoir votre invité aussi. Qui est l'intrus qui connaît la maison. Connaît la maison. À un moment donné, il va devenir chroniqueur. Sur pourquoi 5 pas, sur 7 pourquoi pas. On va lui proposer un contrat de chroniqueur. Un contrat de chroniqueur. Bien sûr. Merci beaucoup, vraiment. On la retrouve dans tous les océans du monde, à l'exception de l'Arctique. Elle participe à la santé des écosystèmes à travers leur régime alimentaire. Ces reptiles ancestraux sont menacés par le développement de nos côtes et plus encore par la pollution des océans. Ce matin encore, nous recevons le lead au Bénin en matière de protection des tortues marines. Bonjour, Nature Tropicale. Que dis-je? Bonjour, monsieur Dossou Bouliano. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est vrai, on en a 6 espèces dans le monde, 6 espèces de tortues marines, de grands voyageurs. Vous voulez dire quelque chose? Mes cours sont encore intacts dans ma tête. Ouais. Tortue lutte. Ouais. Tortue olivâtre. Tout à fait. Voilà. Donc je m'en arrête là. Non, il en reste encore. Tortue verte. Tortue verte. Imbriquée. Non, ça je connaissais pas. Oh là là. Ça imbriqué, je connaissais pas. Bon, d'accord. Tout à l'heure, vous aurez plus de détails par rapport à ces différentes espèces. Alors, monsieur Boudianou, c'est vrai, il a commencé par indiquer déjà quelques tortues. Je commence par tortue lutte. Je crois que c'est la plus grande. C'est la plus grande. Et ici, au Bénin, on l'appelle souvent Agbosaga. Non, on l'appelle roi. 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 Ah, d'accord, c'est roi. Roi. Et Agbosaga, c'est quoi? Ce n'est pas Agbosaga, c'est Agboségué. Ah, c'est Agboségué. Agboségué, c'est en éveil.
C'est-à-dire Togo, Ghana, oui, c'est eux qui parlent d'Agbo Ségué. Mais chez nous, on parle de roi. Ou roux. Et pour les téléspectateurs, pour ceux qui ont un certain âge, ils peuvent se rappeler que dans nos rues, il se vendait une huile qu'on appelle Wadjo. Wadjo, c'est l'huile de tortue lutte. Et je crois qu'il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ça ne circule plus. Ça ne circule plus. Ça montre qu'il y a problème. Parce que c'est une espèce migratrice qui fait de grandes distances. Je ne vous coupe pas, mais qui vient pondre sur nos côtes. On a dit que cela parcourt des milliers de kilomètres. Bien sûr. Et peuvent consommer jusqu'à 200 kg de méduses. Bien sûr. Mais là, c'est important. Voilà. Et beaucoup de kilomètres, il faut déjà constater. Ici, nous sommes là pour dire ce qui se passe réellement. Est-ce que vos téléspectateurs peuvent se rendre compte que nous avons bagué une tortue lutte? Ici au Bénin, on a bagué une tortue lutte sur la plage de Donatin, qui est devenue aujourd'hui une aire marine protégée. Et 4 ans après, cette tortue a été retrouvée au sud du Brésil, en Uruguay. Et ça fait 9000 kilomètres à vol d'oiseau, à partir du Bénin. Là, vous avez dit à vol d'oiseau. À vol d'oiseau, oui. Ça veut dire que pour aller en Uruguay, vous n'allez pas traverser la mer rapidement et être en mer. Et en Uruguay, il faut faire peut-être le continent européen, aller en Amérique. En Amérique, c'est encore plus long. Mais à vol d'oiseau, vous avez 9000 km. Et cette tortue est baguée au Bénin, mais c'est retrouvée là-bas. Mais pourquoi? Parce que, d'abord, c'est des espèces migratrices, mais deux, c'est que quand la tortue était venue ici pêcher, la tortue a été baguée. On a pris les mensurations, on a relâché. Heureusement que ça n'a pas servi à faire l'huile. Cette tortue lutte qui est la plus grande, qui va jusqu'à 700, 800, 900 kilos, quand cette tortue vient sur la plage, la tortue n'a pas de défense. Les tortues de mer, en général, n'ont pas de défense. Mais quand la tortue là vient, habituellement, nos populations les capturent, surtout la tortue lutte, et après avoir consommé la viande, le corps de la tortue, parce que c'est une tortue qui n'a pas de carapace dure, quand on met ce corps-là au soleil, ça goûte de la graisse. Et cette graisse est beaucoup utilisée en médecine traditionnelle dans notre pays. Même en médecine moderne aussi. En médecine moderne aussi, oui. Mais chez nous, l'huile capturée, la graisse récoltée est vendue avant dans les rues. Et je pose la question souvent aux utilisateurs. Est-ce que les maladies que cette graisse-là traitait, est-ce que ces maladies-là ont disparu? Parce que pendant longtemps, on n'a souvent pas pensé qu'un jour, ça va finir, ça va disparaître. Alors que les scientifiques ont montré avec tous les phénomènes que nous avons qui arrivent, ces espèces risquent de disparaître. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. C'est que, on parle des dinosaures, on ne voit pas aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais c'est que ces tortues qui sont de ces espèces qui résistent pendant longtemps, mais avec tout ce qu'il y a comme perturbation, auquel s'ajoute ce qu'on appelle aujourd'hui les changements climatiques, c'est qu'on risque de faire disparaître. Mais j'ai ressorti un aspect très important que peut-être vous n'avez pas capté. J'ai dit tout à l'heure que ces tortues consomment les méduses. Or, les méduses, eux, prennent les œufs et les petits poissons. Alors, ça veut dire que ces tortues, en consommant les méduses, laissent les poissons prospérer. Et là, on a la protéine. Oui, bien sûr. C'est que pour le commun des téléspectateurs, quand on parle de méduses, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Quand vous allez sur la plage, quand vous constatez que les gens ils tirent les filets, la scène de plage, les pêcheurs sont très très mécontents quand ils ramassent beaucoup de méduses. Mais les méduses, ce sont des invertébrés marins. Et quand vous allez sur la plage après la pêche, vous allez constater que c'est lâché à la plage. Parce que ce n'est pas consommé chez nous. C'est des invertébrés, mais qui mangent des vertébrés. C'est-à-dire, c'est des espèces marines sans eau, mais qui consomment des poissons. Qui consomment des poissons. Et quand il y en a beaucoup quelque part, il n'y a pas de poissons. Mais les tortues, dans la chaîne alimentaire, les tortues consomment les méduses. Et en retour, c'est que les poissons prospèrent. Mais maintenant, quand l'homme choisit tuer les tortues, c'est qu'on crée un déséquilibre au niveau de la mer. On permet aux méduses de se développer. Les méduses se développent et un peu partout dans la mer, un peu partout au monde. Et comme cela, c'est que quand il n'y a pas ces prédateurs naturels, c'est que on va manquer de poissons. Alors là, ça se passe aujourd'hui. On va parler maintenant des tortues imbriquées.
Oui. Là encore, une tortue très importante, Herman. Oui. Ces tortues consomment les éponges. Oui. Or, ces éponges sont souvent en compétition avec les coraux. Oui. Au Bénin, on a 4 espèces de tortues, dont la tortue imbriquée. Et habituellement, c'est ce qu'on ne voit pas aussi facilement. Ça, c'est une espèce qui est en haute mer, qui est de temps en temps attrapée par nos pêcheurs marins. Mais c'est une espèce qui est particulièrement menacée à cause de sa constitution naturelle. C'est une espèce, tout à l'heure je disais que la tortue lutte n'a pas de carapace, mais ici, celle-ci, la tortue imbriquée, comme on dit imbriquée, a une carapace, mais une carapace qui est totalement menacée pour l'espèce. Parce que vous savez, nos mers, tout le monde parle de pollution, et on voit plastique. Parce que c'est le discours mondial. Mais nos mers sont encore plus polluées par des filets abandonnés. Parce que quand un pêcheur va en mer et son filet accroche un rocher, il n'arrive pas à faire ça. C'est abandonné. Il coupe la partie à récupérer, il laisse le reste. Mais c'est dangereux. Ce qui reste là, c'est ça qui attrape ces poissons-là, et ces poissons et ces tortues imbriquées. Parce que c'est une tortue, comme on dit imbriquée, c'est dit au niveau de la carapace même, il y a des remontées, c'est comme des écailles, mais en hauteur. Et là, quand cette tortue rentre dans un filet surtout abandonné, c'est qu'elle a du mal à s'échapper. Elle meurt, elle ne peut pas sortir elle-même de ce filet. Et là, c'est très dangereux. Alors que chaque espèce a un rôle à jouer. Mais quand nous polluons notre mer avec parce qu'on n'en parle pas souvent, de ces filets, nous conseillons souvent aux pêcheurs, quand votre filet se déchire en mer, faites l'effort de ramener le filet, ramener même les déchets à terre. Sinon, c'est vous qui perdez, parce que le filet abandonné attrape des poissons en permanence, mais qui ne servent à personne. Et quand c'est le cas des tortues, c'est encore plus grave. Et c'est pour ça. Et là, souvent on dit, cette tortue ne pond pas chez nous, mais se retrouvent dans nos eaux, mais sont très menacées à cause de la présence de ces filets. Il y a aussi les tortues vertes, seuls herbivores de leur famille. Voilà. Et le plat préféré, c'est les biais marins. Voilà. C'est que ça, c'est une opportunité pour le Bénin. Je crois qu'il faut en parler et il faut attirer l'attention de nos autorités pour que des actions soient menées, parce que c'est une opportunité pour le développement du tourisme. Qu'est-ce qui se passe? Avec les travaux réalisés pour la lutte contre l'érosion côtière, c'est que avant, on parlait seulement de l'épi de Siafato. Ça veut dire il y a une vingtaine d'années, l'épi au niveau de l'hôtel Eldorado derrière, c'est que on a constaté qu'il y a des tortues juvéniles, subadultes, des tortues qui ont environ 30 cm, 20 cm, qui se retrouvent à ces endroits, mais seulement en marée haute. Et en marée basse, ces tortues se retirent. Mais en marée haute, on les retrouve. Ça veut dire que pour le tourisme, quand vous êtes à la plage, déjà pour observer des tortues. Dans beaucoup de pays, ça se fait. Mais ici, nous avons ces chances et c'est dû aux travaux réalisés pour la lutte contre l'érosion côtière. Parce que la côte béninoise n'est pas rocheuse, c'est une côte sablonneuse. C'est pour ça que les tortues viennent pondre. Mais l'intérêt de lutter contre l'érosion côtière, c'est que les roches déposées au niveau de la mer, il y a comme vous avez dit, vous avez parlé d'herbiers. Il y a des algues marines qui viennent pousser sur ces choses-là, sur ces roches. Et là, c'est ça qui attire ces tortues. Et ces tortues viennent brouter. Et en marée basse, repartent. C'est déjà une opportunité. Maintenant, avec l'installation des épis. Avant, c'était Eldorado. Mais aujourd'hui, jusqu'à PK10, vous avez ces tortues. Et même à Grand Popo, où des travaux ont été faits pour la lutte contre l'érosion, ces tortues se sont propagées tout au long de la côte. Maintenant, le danger, c'est que la scène de plage, les filets tirés par les pêcheurs attrapent de ces tortues. Nous avons eu une tortue qui fait déjà près de 90 cm de taille de carapace. Ça veut dire que l'âge déjà pour pondre. Mais est-ce que ces tortues-là vont pondre au Bénin ou ailleurs? Pour le moment, on n'en sait rien. Alors aujourd'hui, quand même, la prise de conscience, elle est là. Et l'Afrique, sinon Accra, le Ghana, abrite un grand symposium pour protéger les tortues marines. Vous y allez aussi certainement. Certainement, nous allons participer. Et ça, c'est le forum, c'est le symposium international pour la conservation des tortues au niveau mondial. Ça fait 43 ans que cette rencontre se développe tous les ans pour que les scientifiques... Mais jamais l'Afrique n'a eu la chance d'accueillir ce forum. Et pour la première fois à Accra,
du 22 au 27 mars prochain, c'est-à-dire en fin de semaine, se tient cette rencontre à Accra, où des scientifiques, les biologistes, des activistes de l'environnement viennent travailler sur, échanger des expériences sur la protection des tortues marines. Vous savez, d'un pays à un autre, les conditions, les réalités ne sont pas les mêmes. Mais il y a des choses, de bonnes choses qui se passent dans certains pays, mais ailleurs, il y a quand même danger. L'exemple que je connais le plus, c'est l'exemple du Brésil avec Tamar, qui gère près de 1100 km de plage, alors que chez nous au Bénin, on a que 125 km. Déjà, on a du mal à gérer cela. Oui. Là, ça veut dire qu'on a beaucoup à tirer en participant à cette rencontre qui permet quand même des échanges entre différents spécialistes, biologistes, scientifiques, chercheurs et autres, et communautés autochtones qui travaillent, parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça. Aujourd'hui, au niveau mondial, tout le monde parle de Costa Rica, je crois que mon ami beaucoup ça. Pourquoi pas un jour avec Arik Bada. Exactement. M. Sabo. Ce sont les cours que j'ai appris avec M. Sabo. Ça veut dire que sur nos plages, les tortues ont commencé par venir. Il faut continuer les actions de sensibilisation. Il faut maintenir ces espèces. Il faut leur donner des conditions pour qu'elles soient plus nombreuses. Et comme cela, ça peut contribuer au développement local à travers l'écotourisme. Alors, qu'est-ce qu'on tirera de cette rencontre internationale, surtout pour notre pays, le Bénin? C'est vrai que vous faites déjà beaucoup d'actions au Bénin. Quand on parle de protéger les tortues, c'est d'abord Nature Tropicale et d'autres ONG qui sont derrière. Oui, mais nous, on a beaucoup à tirer parce que, vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Exactement. Au moment où nous faisons des choses, nous avons des difficultés, peut-être d'autres ont déjà des solutions. En participant à ces rencontres, nous aurons quand même à beaucoup échanger. Et partager notre expérience, mais tirer des autres. Mais aussi, c'est que nous sommes en train de travailler sur une coopération sud-sud entre le Brésil et le Bénin sur la protection des tortues, des baleines et de lamantins d'Afrique. Je crois que c'est une occasion de présenter cette expérience parce que les Brésiliens, vous avez dit tout à l'heure, 1100 km, quand au Bénin, on n'a que 125. Les Brésiliens sont intéressés à commencer par le Bénin, mais il faut l'étendre dans la sous-région. Et vous savez... Mais j'oubliais de vous dire que le Brésil, c'est l'autre Bénin. C'est l'autre Bénin, effectivement. Voilà. Ça veut dire qu'en gardant la culture, on peut aller plus loin. Exactement. Avec la biodiversité, on peut faire beaucoup de choses. Et je crois que nous y travaillons. Et je crois qu'au retour, nous allons partager ce que nous avons tiré de cette... Merci beaucoup, M. Joseph de Soubodiano, directeur de Nature Tropicale. Je dirais tout simplement pour conclure cette émission, que protéger les tortues, c'est protéger nos océans. Bien sûr. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, William Apollinaire Tchouki. Et on souhaite bon vent à M. Baudrenou dans son combat pour la préservation de la biodiversité à travers la protection des tortues marines. On souhaite plein succès à vos travaux du côté d'Accra. William, on se retrouve tout à l'heure pour le forum de discussion. Mais avant, on va marquer un break, retrouver, on va dire, nos invités pour parler d'autisme. Oui, c'est un trouble du comportement qui agit sur les interactions sociales. On va vous en parler et tout à l'heure. Derrière, justement, il y aura le forum de discussion sur, on va dire, le recyclage, pour ne pas dire les déchets électriques et électroniques qui nous envahissent. C'est une plaie pour l'Afrique. À tout de suite. Un plaie. 5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Vous avez votre enfant qui a des comportements répétitifs et des interactions sociales difficiles. C'est peut-être un début d'autisme. C'est une pathologie qui affecte le fonctionnement du cerveau, le système immunitaire, mais aussi le fonctionnement biologique. Quelles sont les origines de cette maladie? Comment faire face à un enfant que l'on ne comprend toujours pas? Quelle prise en charge pour ces enfants? Eh bien, on en parle ce matin avec Joanne Mebouronou. Il est diplômé d'État en sciences de l'éducation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Ça va, un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Merci. Vous êtes avec Chalman Emadende, il est éducateur spécialisé. Bonjour et bienvenue. Bien sûr, bonjour monsieur Eman. Alors c'est un plaisir messieurs de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour parler d'une pathologie à laquelle on ne s'intéresse pas toujours. Mais avant, messieurs, de vous écouter, on va voir ce reportage. Témoignage d'un parent dont l'enfant souffre d'autisme. Dans notre contexte, il n'est pas toujours évident de faire des témoignages. On va l'écouter. Ça a été une longue histoire. Je n'ai pas tout de suite appris qu'il était autiste. Mon fils, il a eu du mal à s'asseoir, il a eu du mal à marcher. Et je ne savais pas trop ce qu'il avait.
Comme son fils, de nombreuses personnes sont atteintes de ce trouble cérébral appelé autisme. Encore connu sous le nom de trouble du spectre autistique, il se caractérise généralement par des difficultés à gérer les interactions sociales et à communiquer. Mon fils, il ne parle pas. Mon fils, il n'est jamais allé à l'école parce que aucune école n'a pu l'accepter jusqu'à aujourd'hui à part la chrysalide. Le contact, le toucher, nuancer, catégoriser, classer, connaître le volume, faire la différence, c'est assez difficile au niveau des apprentissages scolaires, sauf si on ne prend pas des méthodes un peu adaptées. Jouer. Ah, tu es en train de jouer. Ah d'accord, jouer, ça c'est bien. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime qu'une personne sur 160 dans le monde présente un trouble du spectre autistique. Ces personnes subissent souvent une marginalisation, souvent liée aux stéréotypes des sociétés dans lesquelles elles vivent. Mon conseil, c'est déjà de les prendre pour les êtres humains qu'ils sont. Apprendre à connaître son enfant, retrouver ce qui l'intéresse, ce qui l'épanouit, ce qui pourrait lui permettre d'être le plus autonome possible en mettant en place des méthodes éducatives qui puissent l'accompagner tout au long de sa vie. Lorsque vous sentez que votre enfant est rejeté quelque part, montrez-lui l'amour, montrez-lui juste que vous êtes fiers de lui. Sortez avec vos enfants, sortez, ne les cachez pas dans les arrière-cours, ça ne sert à rien. Ces dernières années, des efforts considérables ont été faits en matière de sensibilisation et d'acceptation de l'autisme. C'est donc un reportage de Brice Menani. Alors, Joanne, l'autisme, est-ce que c'est une pathologie génétique? Oui, l'autisme, normalement, c'est... L'autisme, quand vous avez un enfant autiste, et pour le diagnostiquer, il faut l'apport d'un pédopsychiatre, qui est la personne la plus habilitée et à vous dire réellement si votre enfant est autiste ou pas. Alors, comment est-ce que cette maladie-là survient? Bon, souvent, c'est sûr à des retards, des retards de langage ou bien des retards d'un enfant. Si vous avez un enfant, normalement, dans le cycle de développement, et l'enfant, à des âges donnés, à des moments donnés, doit avoir des aptitudes et qui répondent aux enfants de son âge, en griffes dites normaux. Mais si votre enfant, à un moment donné, ne présente pas ces résultats, si vous avez que votre enfant n'a pas la même évolution que les autres enfants, là, ça commence par inquiéter. Et il faut vraiment l'apport d'un spécialiste pour pouvoir diagnostiquer. Parce que souvent, il y a des enfants qui ont ces retards-là, mais qui sont juste des retards au niveau du développement de cet enfant-là. Mais on ne saurait, sans l'avis d'un pédopsychiatre, vraiment définir qu'un enfant est autiste ou pas. Alors, quelles sont les causes, on va dire, de ce qu'on peut appeler cette pathologie? Bon, et parlant de causes, il y a aussi, quand on parle... Souvent, on a parlé des causes génétiques aussi, mais lorsqu'on remonte à tout ce qu'on appelle amnésie de l'enfant, on peut voir qu'il y a vraiment des situations incomprises au niveau des familles, et aussi il y a aussi l'alimentation aussi qui peut causer ça. Et aussi nous sommes aussi dans un monde où il y a maintenant les nouvelles technologies et de l'information, où nous sommes en peut-être contact avec les ondes, tout ça là, qui peut créer, en fait, qui peut modifier le fonctionnement de l'organisme, qui peut entraîner cette pathologie-là. D'accord. Alors, Charles Maille, généralement, c'est les enfants autistes victimes sont des enfants qui sont, on peut le dire, handicapés intellectuels. Est-ce que vous pouvez nous parler de leurs conditions de vie? Comment est-ce qu'on arrive à les appréhender dans la société? Ok, merci beaucoup, monsieur Herman. Et quand on prend un enfant autiste pour le repérer, c'est un enfant qui aura une altération des capacités à pouvoir communiquer et des interactions sociales difficiles et une gestion des émotions est difficile également. Et cet enfant aura des stéréotypés et des intérêts restreints. C'est-à-dire quoi? Il aura un attachement poussé pour des choses que une personne lambda peut estimer sans intérêt. Voilà. Et cela se caractérise par des retards de langage ou une absence totale de langage et
des difficultés à se faire des amis. C'est un enfant qui sera isolé ou qui peut-être qui va développer un attachement à regarder les écrans. Et ça ne permet pas à l'enfant de s'épanouir normalement. Alors, on a entendu dans le reportage tout à l'heure le témoignage de cette dame qui dit qu'aucune école ne voulait recevoir ou accueillir son enfant puisqu'il avait un retard. Est-ce que ces enfants-là doivent être systématiquement orientés vers des écoles spécialisées, vers des centres spécialisés pour leur prise en charge? Bon, pas forcément. Ça dépend du besoin que ressent l'enfant. Parce que on a plusieurs types d'autisme, et notamment l'autisme haut niveau, l'autisme modéré et l'autisme lourd. C'est-à-dire quoi? Et le syndrome d'Asperger qui est caractérisé par une capacité cognitive normale ou élevée qui permettra à cet individu de bien interagir à l'école, de pouvoir étudier comme tous les autres. Et également, il aura des capacités d'interaction restreintes. Voilà la difficulté à ce niveau. Et il pourra également communiquer si il a ces capacités-là. Et de l'autre côté, au niveau de l'autisme modéré, il aura des difficultés de communication modérées et il pourra faire des besoins d'autonomie et il pourra aussi interagir avec les autres, mais avec quelques supports de guidance et tout. D'accord. Et au niveau de l'autisme lourd, ça sera l'individu qui ne sera pas en capacité même de porter son habit simplement lui-même, qui aura besoin de soutien toute sa vie. D'accord. Alors, on parle depuis tout à l'heure, il y a un groupe de mots qui revient, on va dire, interaction sociale difficile. Quel est le rôle des parents, d'accord, dans leur intégration justement dans la société, ces personnes-là, ces enfants-là? Ok, et comme nous savons tous, le premier lieu où l'enfant se socialise le plus, c'est à la maison. Et souvent, c'est difficile à des parents qui ont des enfants autistes d'abord d'accepter en fait que leur enfant est malade. D'après le reportage, la dame elle disait qu'il y a beaucoup de stéréotypes même à l'extérieur. Et souvent, ces enfants-là, lorsque ces enfants-là sont acceptés d'abord à la maison, pas amour, parce qu'il faudrait que les parents leur manifestent de l'amour et de l'intérêt pour leur dire nous sommes présents pour toi, nous sommes là pour t'aider à t'en sortir. Lorsque cet amour-là associe aussi à l'aide de professionnels qualifiés dans le domaine, cet enfant-là, c'est vrai, l'autisme, on ne s'en guérit pas. Mais on peut trouver des moyens pour que la personne puisse s'adapter à son environnement et évoluer correctement. Donc, il faudrait que les parents acceptent d'abord et nous aident en tant que professionnels à mieux, parce que lorsque nous faisons l'accompagnement, nous ne sommes pas là avec les enfants tout au long de leur vie, mais les parents aussi doivent aller à notre école et comprendre au moins ce qu'il faut, l'essentiel qu'il faut pour nous accompagner dans notre travail. D'accord, et c'est justement votre rôle, accompagner ce type d'enfants à besoins spécifiques. Charlemagne, comment est-ce que la prise en charge de ces enfants-là se fait à votre niveau? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans le suivi des enfants autistes? Ok, bon, lorsque on envoie un enfant autiste vers moi, je dois prendre le soin d'évaluer ses besoins, c'est-à-dire de repérer ses forces et faiblesses afin de pouvoir savoir sur les stratégies et les moyens à mettre en place pour l'accompagner. Et après l'évaluation, s'il y a besoin que d'autres professionnels interviennent, je dois également référer. Maintenant, après cette évaluation, en collaboration avec les parents, parce que les parents doivent également donner leur attente par rapport à la situation de l'enfant. Et à la suite de cela, on produit un projet éducatif adapté, individualisé à cet enfant-là. Et après ça, on fait la mise en place du projet, on fait le suivi, on fait le soutien à la parentalité, parce que, comme il l'a dit, on passe peu de temps en tant que professionnel avec l'enfant. Donc, les parents doivent instaurer une routine afin de pouvoir implémenter tout ce qu'on fait avec l'enfant. D'accord. Est-ce qu'on en guérit? Est-ce que sur la durée, l'enfant finit par, on va dire l'enfant devenu plus tard adulte finit par s'autonomiser? Oui, l'enfant
va s'autonomiser dès que l'enfant a été détecté de façon très précoce et qu'il y a une prise en charge est vraiment très rapide par rapport. Souvent, le problème que nous avons aussi dans notre travail, c'est que les parents, d'abord, ce que je disais, qui n'acceptent pas l'enfant et attendent jusqu'à peut-être 10 ou 8 ans avant de commencer par référer l'enfant vers nous, qui en griffe, qui est déjà un peu tard. Parce que c'est vrai, nous allons faire le travail, mais cet enfant-là ne parvient pas à être vraiment autonome. Mais si c'est détecté de façon précoce et que la prise en charge est rapide, la personne ne s'engriffe pas, mais s'adapte et fait normalement, continue. Même il y a même le terme d'handicap invisible aussi, qui se passe où c'est peut-être après, suite à des émotions un peu, qui va un peu au-delà de leur capacité de se retenir, qu'on sent que vraiment cette personne-là a telle pathologie. D'accord. Alors, le 2 avril prochain, c'est la journée mondiale de l'autisme, mais avant ça, le 22 mars prochain, vous avez une séance de sensibilisation gratuite. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, et cette séance-là sera comme le 22 au niveau de la salle, d'une des salles de conférence de la Bourse du Travail de 9h à 15h. Et d'abord, l'objectif de cette journée, c'est ce qu'on disait à travers le portail, c'est d'abord informer les parents sur l'autisme et surtout les troubles neuroniques là. Et aussi maintenant, il y aura beaucoup de professionnels et nous allons d'abord déconstruire aussi ces préjugés socio-culturels de notre environnement où quand vous avez tellement un enfant qui ne répond pas vraiment et comme les autres enfants, on pense que d'abord cet enfant-là peut-être a été les réalités socio-culturelles où on parle un enfant sorcier ou bien un enfant, bon, on allie tout ça à la culture et donc nous allons dire oui, c'est vraiment, nous avons notre culture mais c'est les choses qui se passent et qui est normal et il faut déconstruire cette réflexion vraiment qui nous empêche aussi nous-mêmes de travailler puisque moi j'ai reçu un cas où la maman n'avait pas accepté fermer l'enfant dans la chambre et prière à longueur de journée, pensant que bon, qu'il y aurait une aide divine qui pourrait guérir, mais oubliant aussi que l'aide divine peut être aussi l'apport des spécialistes pour guérir son enfant. Du coup, et après ça aussi, il y aura des panels. Et nous voulons aussi explorer aussi d'autres méthodes, d'autres techniques de prise en charge de l'autisme qui n'est pas peut-être encore au Bénin. Et rappelons aussi que bon, à travers le gouvernement a mis en place dans les écoles actuellement, c'est vrai que nous sommes à une phase, le gouvernement a une phase pilote où il y a des comme M. Chalmin qui travaille avec des enfants autistes dans ces écoles-là. Mais c'est pour vraiment communiquer avec les parents autour d'un groupe professionnel, comprendre mieux et faire des réflexions et pousser sur cette pathologie-là au Bénin. Très bien. Ça se passe donc le 22 mars prochain du côté de la Bourse du Travail. Allez-y pour en savoir un peu plus sur l'autisme et sur les moyens, les mécanismes de prise en charge qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, votre enfant autiste est autiste, ce n'est pas une fatalité. Il peut toujours continuer par vivre dans une société qui ne comprend pas toujours, on va dire, les retards de croissance, mais on peut toujours l'assister pour qu'il puisse trouver sa place. Merci beaucoup à vous, Joanne Mewo-Onou. Vous êtes donc diplômé d'État en sciences de l'éducation. Merci également à Chalmin Imadende, éducateur spécialisé. On rappelle la date, une fois encore, c'est samedi 22 mars prochain à la Bourse du Travail pour cette journée de sensibilisation à l'autisme. Messieurs, vous passez une excellente journée du mardi et à très bientôt. Vous nous revenez quand vous voulez. Merci. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion. Aujourd'hui, c'est le Cyber Cleanup Day et on s'intéresse donc aux déchets électriques et électroniques. 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Téléphone, écran, appareils électroménagers, les déchets d'équipements électriques et électroniques représentent le flux de déchets solides qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Selon le dernier rapport de l'Organisation du travail, environ 60 millions de tonnes sont produites chaque année, dont 80% se retrouvent dans des décharges illégales et des circuits informels de récupération. S'ils ne sont pas traités, éliminés et recyclés de manière appropriée, ils deviennent une menace pour l'environnement et la santé humaine, alors que quelques 34 milliards d'objets électroniques circulent sur la planète. Comment faire face, on va le dire, à ce nouvel enjeu mondial pour des pays comme les nôtres? Quelles sont les initiatives innovantes pour recycler ces déchets spécifiques? Eh bien, nous faisons le débat avec autour de la table William Apollinaire Tchoki qui est resté avec moi, notre consultant attitré sur 5 sur 7.
Alain Tosno, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Très bien. Et on a le plaisir d'avoir également sur ce plateau Dr Victor Bedo. Il est spécialiste en gestion des déchets. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le maire. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et puis, Josia Dossou-Boudrano, directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale, qui est avec nous également. Nous sommes aujourd'hui, donc, mardi 18 mars 2025, et c'est le Cyber Cleanup Day, on va dire l'hygiène numérique pour faire court. Et l'hygiène numérique, ça va jusqu'aux déchets électriques et électroniques. J'imagine, William, que vous avez dans votre chambre ce téléphone qui date d'il y a 10 ans, ou peut-être même d'il y a 20 ans quand vous étiez encore étudiant, enfin un peu plus de 20 ans quand même, parce que le temps a fait son effet. Le téléphone, il est toujours là, le poste transistor, la radio que papa vous a légué, c'est toujours là. Ça ne fonctionne plus, mais on a développé un attachement affectif vis-à-vis de ces objets-là dont on a du mal à se débarrasser. Mais Eman, vous n'avez pas menti. C'est vrai, non, c'est vrai, vous n'avez pas menti. Je sais que papa m'a légué un appareil, le gramophone, d'entretemps, qui marche toujours, que j'ai gardé avec moi. C'est vrai que ça fait déjà plus de 30 ans que papa l'a acheté, mais l'a légué après. Enfin, donc c'est encore là. Et même le portable, j'ai un portable que j'ai gardé avec moi, bizarrement. C'est vieux, je ne l'utilise plus, mais c'est là. Je me dis pourquoi je l'ai gardé. Oh, ce n'est pas bien. Donc, comme nous, il y en a tellement de gens qui gardent ces équipements électromagnétiques, électroniques à la maison. On a même dit, quand on prend le cas du Bénin, qu'on pourrait avoir peut-être 3 fois la population des équipements que nous gardons dans nos maisons. C'est vrai, moi, j'ai des téléphones que j'ai encore gardés sur moi, des appareils électroménagers. Mais faisons l'effort de se débarrasser de ces équipements parce que les conséquences sur notre environnement, c'est pas trop bon. Alors, Alain Tosno, c'est un véritable enjeu aujourd'hui, la question des déchets électriques et électroniques, quand on sait que l'Afrique, et par ricochet notre pays, le Bénin, est devenu le dépotoir de presque, on va dire, tous ces appareils inutilisés en Occident ou dans d'autres parties du globe, qu'on nous reverse sous, on va dire quoi, le couvert d'appareils de deuxième main. Ce sont des déchets, il faut avoir le courage de le dire, n'est-ce pas? Oui, ce sont des déchets, même si on les utilise d'abord avant qu'ils ne deviennent des déchets. Et au-delà de ça aussi, c'est que il y a cette tendance à toujours avoir, c'est-à-dire que l'appareil le plus performant, donc la technologie évolue aussi. Vous avez parlé des téléphones, mais il y a aussi les télévisions. Vous avez vu la télévision qu'on a connue avec... le derrière bien gros là. à céder place à d'autres télévisions. Et tout ça, tous les jours on change de télévision, tous les jours on change de smartphone. Tous les jours, on change d'équipement électrique et électronique. Donc, finalement, bon, on se retrouve donc dans une situation où, effectivement, il y a beaucoup de déchets donc, qui finissent soit dans les coups et plans d'eau, ou soit dans les décharges comme les déchets solides ménagers. Or, en principe, on ne devrait pas mélanger ces déchets-là avec des déchets solides ménagers parce que ces déchets contiennent un certain nombre de substances chimiques qui sont donc toxiques. Donc, ça pollue l'environnement, mais ça peut avoir aussi des conséquences sur la santé humaine. L'état des lieux est très préoccupant, surtout en Afrique, parce que dans les pays donc, européens et en Amérique, les gens ont développé des filières comme nous avons aussi des filières en matière donc, de déchets solides ménagers. Mais on se rend bien compte que dans les pays africains, donc, on traîne les pas à développer ce genre de filières qui permettent non seulement donc, de pouvoir collecter, comme cela se doit, ces types de déchets, mais aller vers le recyclage, aller vers, donc, on a vu ailleurs, les gens y créent des recycleries. Ça permet, au-delà, donc, de pouvoir extraire ces substances donc, qui sont très toxiques pour l'environnement et pour la santé humaine, comme le plomb et autres. Donc, mais également, ça crée des emplois parce que les jeunes voilà, sont formés pour pouvoir extraire tout ça. Et ça permet de donner une seconde vie donc à un certain nombre aussi d'appareils. Aujourd'hui, quand on voit, il y a nos réparateurs dans les quartiers et autres,
Ce qu'on appelle un dépanneur. On se demande finalement où est-ce qu'ils en mettent où est-ce que ça finit. Mais on sait très bien là où ça finit. Et vous savez, on a l'impression que ce qui vous donne, on va dire, ce qui vous donne une certaine légitimité en tant que réparateur dépanneur, c'est la quantité, c'est le volume d'appareils électroménagers que vous avez dans votre magasin. Dans votre atelier. Dans votre atelier. Parce qu'on l'expose ça, et puis voilà, on voit ça, on sent que ce monsieur, il travaille beaucoup. Voilà, il est bien sollicité, donc il est bon. D'accord. Alors, si l'ONU estime que d'ici 2030, le Bénin, on aura 114 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques, ça veut dire que l'enjeu est important et il faut véritablement donc pouvoir prendre en charge donc cette problématique-là. Alors, Monsieur Baudrenou, selon mes recherches, il y a quand même la Convention de Bâle qui date de 1992 et qui interdit l'exportation de déchets dangereux d'un pays vers un autre. Mais, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de nombreux pays occidentaux continuent de les exporter principalement vers l'Afrique. Et pour contourner cette législation et éviter aussi le coût de la dépollution, ces pays exportateurs-là présentent une grande partie de leurs équipements défectueux comme des appareils d'occasion devant être utilisés. On est là en plein, on va dire, dans un mécanisme qui n'arrange pas forcément le continent. Bon, je crois que c'est une question politique. C'est le choix des pays. Quand les pays choisissent... Sinon, si l'Afrique choisit de rester toujours pauvre, et on croit que c'est ce que les autres nous envoient qui est bon, et on ne veut pas faire l'effort de faire du travail au niveau local pour réaliser, on attend que les gens finissent. On dit Europe, au revoir. Je crois que dans certains pays, c'est ce qu'on vous dit. Dans l'espoir que quand ça vient chez nous, ça sera utilisé un peu avant d'être considéré comme déchet. Mais là-bas, déjà, c'est un déchet. Mais quand ça vient ici, c'est déjà encore à utiliser pendant un temps. Et les gens sont même plus satisfaits à utiliser que d'aller prendre des trucs neufs qui ont peut-être aujourd'hui, on va même jusqu'à comparer pour dire non, ça ne tient pas pour longtemps. C'est pour cela que le tokumbo, là, ce qui vient de l'étranger, là, c'est mieux. C'est grave. C'est grave. Moi, je crois que ça, là, c'est des débats déjà très hauts. Quand vous venez au niveau local, c'est dit, pour le sujet que nous abordons, disons que ce n'est pas un déchet comme les autres. Peut-être que le spécialiste va nous dire ce qu'on appelle déchet. Les gens ne considèrent pas d'abord que c'est un déchet. Ils veulent utiliser. Mais ce qui est grave, c'est que ce n'est pas un déchet comme les autres. Mais quand ça devient inutilisable, c'est comment on gère. Et nous, un sujet très important sur lequel nous avons travaillé, et je crois que tout le monde doit être d'accord avec moi, de même que vos téléspectateurs, nous avons réalisé un petit film pour dire la pile jetable n'est pas un déchet comme les autres. Et qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que 100% de nos populations, je dis bien 100% de nos populations utilisent des piles. Et quand vous posez la question aux gens, des gens qui sont dans de bonnes conditions de piles, moi je n'ai pas de torche, mais même le bébé là, on achète jouets, il y a pile dedans. La télécommande. La télécommande, il y a pile dedans. Les petites torches. Aujourd'hui, même avec le solaire, il y a accumulateur dans tout. Ouais. Et dans tous ces produits, je parle seulement de piles, dans toutes ces piles, il y a du cadmium, il y a du mercure, il y a du plomb, il y a du lithium, il y a des produits très dangereux pour la santé. Mais qu'est-ce qui se fait? Quand vous posez la question, pour les gens qui sont à l'aise, une pile jetable ne se jette, c'est-à-dire ne devient déchet dans notre télécommande que seulement quand ça commence à couler. Il n'y a pas de cycle, on va dire, si j'utilise la pile pendant 6 mois, je vais enlever. Le béninois n'enlève jamais. Parfois même on laisse juste... Ça veut dire que c'est quand ça commence à couler, même sur votre table, ça commence à laisser du lithium. Et vous manipulez avec votre chiffon, vous avez nettoyé et vous n'avez rien vu. Vous vous intoxiquez. C'est pour cela que nous attirons l'attention des gens en disant que quand nous parlons des déchets là, ce n'est pas déchets comme si c'était dans un tas d'ordures, mais c'est dans nos plats. Pourquoi? Parce que déjà à la maison, ça nous crée problème. Et souvent, quand on cite ces conventions internationales ou autres, ça ne dit rien aux téléspectateurs. C'est ce qu'ils font eux-mêmes de façon inconsciente. Et là, quand vous commencez par les piles, et quand vous continuez, vous voyez que la pile, quand ça se gâte,
On fait quoi? Quand on constate que ça coule déjà, qu'est-ce qu'on fait? On jette dans la poubelle. Dans la poubelle, oui. Il n'y a pas de tri. Voilà. On dépose dans la poubelle. Et après, la poubelle est jetée où? Sur les tas d'ordures. Et de ces tas d'ordures, il y a des maraîchers qui vont aller chercher du fumier pour aller faire de la salade. Après tout, la pile se retrouve dans l'eau plat. Vous voyez, c'est dit que c'est des petits gestes permanents, quotidiens que nous faisons et qui nous intoxiquent. J'ai posé la question une fois dans un village lacus où j'ai vu des piles à la décrue, des piles enfoncées dans la boue. Ouais. Et je pose la question aux gens, mais comment, pourquoi il y a tant de piles ici? On n'a pas l'électricité. Oui. Mais pourquoi les piles se retrouvent? Vous savez que c'est dangereux. Tout le monde sait que la pile, c'est dangereux. Mais on dit, comment vous faites quand les piles sont gâtées? On va jeter dans le fleuve. Et on dit, pourquoi? Il dit, non, pourquoi les enfants ne touchent pas à ça? Mais pourquoi les enfants ne touchent pas? Vous jetez dans le fleuve. Du fleuve, mon ami va acheter les bons poissons. Ben, nous achetons de bons poissons, pas moi. On ne fait aucun lien avec notre comportement vis-à-vis de ce que nous consommons. Et c'est comme cela, tout le monde se plaint de la sorcellerie, alors que c'est nos comportements. Je crois qu'il y a du travail à faire quand on parle de ces déchets électroniques. Alors, docteur Gbedou, on va faire avec vous une clarification conceptuelle. C'est quoi, de façon triviale, un déchet électrique, un déchet électronique? Merci. Je pense qu'avec le tour de table qui est fait, nous avons suffisamment touché, n'est-ce pas, la notion, n'est-ce pas, de déchets et de déchets électroniques, parce qu'en fait, comme on l'a si bien dit, en fait, le déchet, si nous devons le définir, c'est l'article 66 de la loi cadre sur l'environnement qui le définit comme tout résidu d'un processus de production, de transformation, d'utilisation, ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon. Et là, on a insisté, mon collègue José a insisté sur un aspect. Il faut d'abord qu'on s'entende vraiment sur ces déchets électroniques ne sont pas des déchets comme tout autre déchet parce que ce sont des déchets dangereux. Et vous l'avez dit avec la Convention de Bâle qui réglemente la chose. Mais si déjà dans notre conception à nous-mêmes, nous ne sommes pas très conscients, n'est-ce pas, de cette notion, n'est-ce pas, du déchet, ce qu'on va nous envoyer, n'est-ce pas, de l'extérieur pour contourner, n'est-ce pas, les textes, on va dire que ce n'est pas en fin de vie, que ce n'est pas encore abandonné, que ce n'est pas encore destiné à l'abandon, mais qu'on peut encore l'utiliser pour un temps. Si vous passez, n'est-ce pas, dans nos grandes villes, vous voyez un peu les stands, n'est-ce pas, d'ordinateurs portables. Vous avez fait un tour, n'est-ce pas, à l'université, dans nos universités, où on voit, n'est-ce pas, ça s'étale sur des tables. En fait, c'est énormément des objets qui sont envoyés dans nos pays ici, mais on l'envoie dans le sens d'aider, de pouvoir envoyer des biens qu'on peut encore utiliser, alors que ce sont des déchets. Eh bien, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de ces déchets électroniques, d'équipements électriques et électroniques, c'est tous les appareils. On peut avoir plusieurs catégories. Il y a les gros appareils ménagers que nous utilisons chez nous, les frigidaires, tout ce que nous voulons. Nous avons les petits appareils ménagers. Il y a tout ce qui est les matériels informatiques et de communication. Aujourd'hui, vous l'avez dit, n'est-ce pas, que la quantité de déchets électroniques qui sont produits aujourd'hui croît 3 fois, n'est-ce pas, plus que les autres types de déchets. Vous voyez un peu, et il n'y a pas longtemps, il faut du mal pour avoir juste un téléphone portable. Aujourd'hui, on a 2-3 téléphones portables chaque Béninois. Ça veut dire, n'est-ce pas, que le nombre de portables aujourd'hui en circulation dépasse la population du Bénin. 2 à 3 fois la population du Bénin. 2 à 3 fois la population du Bénin. Donc, c'est dit, n'est-ce pas, qu'en réalité, nous sommes envahis par ce type de produit qui devient déchet. Et le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie. Quelles sont les dispositions qui sont prises, qui sont mises en place, n'est-ce pas, pour que ces déchets, une fois atterris, n'est-ce pas, à cet état, on puisse les prendre en charge et qu'on puisse vraiment les traiter de façon à ce que les impacts sur l'environnement soient minimisés. Alors, William Tchoki, on sait aussi quand même qu'on est sur un continent plus ou moins sous-développé. La dernière fois, j'étais en train je partage avec vous l'anecdote, j'étais en train de suivre un documentaire sur le Bénin réalisé par un média occidental. Le titre du documentaire, c'est « Bénin, le coton à tout prix », qui date quand même d'il y a quelques années, d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et le journaliste, le confrère, disait... C'est ce que j'avais dit, ça m'a totalement choqué quand j'ai entendu.
Il parlait d'un conducteur, donc d'un transporteur qui va chercher le coton dans les champs et qui avait un camion, on va dire, totalement branlant. On va dire le camion est vraiment en fin de vie, mais il ne veut pas s'en débarrasser parce qu'il n'a pas d'autres moyens, parce que c'est ce qui lui permet de vivre au quotidien. Et il dit, à force de manquer de tout, les Béninois ont appris à ne rien jeter. Ça m'a choqué, sur le coup, ça m'a vraiment choqué, interloqué, sidéré. Et j'ai eu la réflexion, je me suis dit, mais en réalité, est-ce qu'on a à être choqué? Est-ce que la plupart des gens ne manquent pas effectivement de tout sur le continent? Lorsque vous êtes sur un continent où le SMIC est peut-être à 50, 60 000 francs, 70 000, 80 000, 100 000, lorsque vous êtes des plus chanceux, et que vous avez besoin au quotidien, on va dire, d'un appareil électroménager pour vos besoins, vous n'avez pas forcément l'argent pour aller acheter du neuf. Vous êtes obligé de vous rabattre sur, on va dire, des appareils de seconde main, comme on lui dit. Et au bout d'un moment, ça devient un déchet pour vous, forcément. Est-ce que la pauvreté aussi du continent n'explique pas, voilà là où j'allais en venir, la recrudescence de ces déchets-là ici chez nous? Non, mais Emmanuel, moi aussi, j'ai eu la chance de suivre ce documentaire. J'avoue qu'arrivé à cette partie, j'avais d'abord eu un choc. Parce que c'est comme si on disait que nous... jamais on ne pourra s'acheter des trucs neufs. Mais le constat qu'on a fait aujourd'hui, je crois Alain l'a dit, 80% de ces déchets reviennent dans les pays en voie de développement. Et la plupart, c'est en Afrique. Je prends un exemple très simple. Vous allez à Zongo, là. Il y a un marché de vente des réfrigérateurs de seconde main. Branché de tout de seconde main, de tout. Je connais un doctorat qui a travaillé sur le sujet. Et à la fin, il a pu démontrer que les Béninois préfèrent aller s'acheter ces réfrigérateurs que d'aller prendre un truc neuf. Or, bizarrement, quand on fait la différence entre le neuf et ce qu'on achète sur le marché noir, la différence n'est pas trop grande. Et je me dis, mais qu'est-ce qui nous pousse, nous, Béninois, à aller vers ces trucs de seconde main? C'est parce que la différence, c'est peut-être 10 000 francs. Là même n'est pas encore le choc. Alors, William, aujourd'hui, observez que les gens préfèrent aller acheter des véhicules d'occasion qui coûtent parfois plus cher que véhicules neufs parce qu'ils estiment que les véhicules neufs qu'on nous vend ici ne sont pas forcément de qualité. Et que les véhicules d'occasion, voilà, ils sont sûrs que c'est fabriqué dans les standards occidentaux. Donc, forcément, ils auront plus de résistance qu'un véhicule neuf qu'on vous envoie ici dont vous ne connaissez pas toujours la trajectoire. Mais il faut quand même que nous essayons de changer de mentalité. Exactement. Parce qu'on a souvent tendance à croire qu'un truc déjà utilisé, c'est meilleur, ça vient de chez le blanc, et tout ce qui vient de chez le blanc, pour nous, c'est bon que ce qu'on a de neuf. Oh, mais je me dis, mais... Le neuf vient sur des choses. Mais oui, mais souvent on se dit, mais ces blancs ont plus utilisé ces trucs-là. Ils ont éprouvé. C'est prouvé. Voilà. Ils ont éprouvé mais le neuf, je ne suis pas sûr que cela puisse durer dans le temps. Donc, il va surtout, on se dit que le neuf vient d'un certain pays d'Asie, pas forcément reconnu pour des produits de grande qualité. Oh, c'est faux. C'est une question... Enfin, ça va en fait cycler tellement d'informations et parfois cela agit sur le mental de nos populations. Il vaut mieux quand même qu'on essaie de choisir à prendre le neuf pour éviter les dépenses inutiles. Parce que quand on prend le seconde main, on dépense plus même. Quand on fait le calcul au finish, on dépense plus si on achète le neuf. Alors Alain, aujourd'hui, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à recycler ces déchets? Autant aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui se sont lancées dans le recyclage des sachets plastiques, par exemple. On a des pavés qui sont, on va dire, fabriqués à base de sachets plastiques, d'autres types de déchets qui deviennent des composts. Autant aujourd'hui, on s'interroge sur ce que deviennent les déchets électroniques, électriques. Existe-t-il aujourd'hui une filière de recyclage? Est-ce que vous en connaissez au Bénin? Il y a eu des initiatives par le passé en matière de recyclage. Mais comme l'environnement n'a pas été créé pour encourager, pour accompagner ces initiatives-là, elles restent éparses et ont moins d'impact par rapport au flux que l'on observe sur le terrain. Alors, il faut absolument, à l'image de la filière de déchets solides ménagers, vous avez vu tout le temps que ça a mis à mettre en place et tout, aujourd'hui aussi, pouvoir, donc, d'abord, il faut une prise de conscience sur ces déchets
qui sont plus dangereux que les déchets solides ménagers. Et on sait très bien. Au contraire, d'ailleurs, les déchets solides ménagers, c'est de l'or. Donc, parce qu'avec la valorisation, on peut attirer beaucoup de choses, du compost et autres. Mais ces types de déchets, on peut, c'est-à-dire, être étonné de constater que, aussi bien au Bénin que dans les autres pays, que finalement, ça n'émeut personne. Alors que ce sont des déchets qui sont très dangereux. Et je crois qu'on ne va plus revenir sur cette question-là, aussi bien pour l'environnement que sur donc, la santé, la santé humaine. Mais on se demande pourquoi on traîne les pas à vraiment mettre en place cette filière-là. Alors que derrière cette filière, on peut créer des emplois, on peut absolument faire un certain nombre de choses. Et la politique qu'il faut mettre en place, c'est déjà quoi? C'est déjà limité et surveillé. Alors, qu'est-ce qui entre dans le pays? Qu'est-ce qui devait rentrer? Vous avez parlé de la convention de Bâle, mais avant ça, il y a la convention de Rotterdam, même la convention de Bamako. Quand vous allez toutes ces conventions internationales, notre pays... et si on devrait suivre nos engagements, c'est que déjà, on doit limiter donc, les déchets qui arrivent. Vous avez parlé des véhicules d'occasion. Mais si... Alors, si celui qui va acheter un véhicule déjà qui a moins de 10 ans d'âge, lui, il va payer plus la douane que celui qui paie un véhicule qui a plus de 10 ans d'âge, ça déjà, ça cause un problème. Certains pays ont dit, on ne veut pas sur notre territoire, par exemple, des véhicules qui ont plus de 10 ans d'âge. Ça veut dire qu'au niveau de la surveillance, concernant les déchets et des équipements électroniques et choses là, mais est-ce qu'on contrôle suffisamment pour savoir qu'est-ce qui doit entrer, qu'est-ce qui ne doit pas entrer? Parce que parmi ces déchets, il y en a qui sont très dangereux et qui sont interdits ailleurs. Mais chez nous, la surveillance fait que, effectivement, tout entre dans le pays et on ne sait pas qu'est-ce qui... Il y a une forme de laisser aller. Il y a une forme de laisser. Donc, d'abord, c'est la surveillance. Mais après, quand ça entre, comment on met en place pour collecter? Et puis en fait, j'ai dit qu'on a vu des expériences ailleurs. On crée une recyclerie. Quand on n'avait pas besoin, lui, s'il ne veut pas créer un musée chez lui pour garder ce que son père lui a légué en héritage, et qu'il veut se débarrasser de son déchet, il vient à la recyclerie. Peut-être que quelqu'un d'autre veut encore utiliser un moment, si c'est encore fonctionnel, il peut prendre et utiliser. Mais lui, aujourd'hui, je ne le vois pas en train d'utiliser le vieux magnétophone. Donc, il a développé un attachement. Déjà, à la recyclerie, Alain, il peut y avoir d'abord échange. Parce que ce que l'un considère comme un déchet, l'autre peut encore continuer à l'utiliser. Il peut y avoir échange. Mais en plus, c'est qu'on met en place donc, un dispositif pour extraire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme substance chimique, et donc faire en sorte que effectivement, on puisse détruire ces déchets dans des conditions que la loi a prévues. Et il faut dire que par rapport à ces déchets, le Code numérique, à son article 32, fait obligation à tous ceux qui importent, à tous ceux qui distribuent et tout, de pouvoir donc le faire dans les normes environnementales. D'accord. Alors, docteur Bédou, est-ce que vous connaissez des initiatives ou spécialistes en gestion des déchets que vous êtes? Quelles sont les propositions que vous faites pour gérer au mieux ce type de déchets spécifiques? Il faut dire, n'est-ce pas, qu'au Bénin, il y a eu quelques initiatives qui n'ont pas prospéré. Même au niveau, n'est-ce pas, de notre organisation, nous avons mis en place un centre de récupération, de tri et de recyclage, n'est-ce pas, de ces déchets électriques et électroniques. C'était à l'époque, n'est-ce pas, du projet Zéco 4, où on devait récupérer les motos dans les circulations, donc c'était accueilli à notre niveau, mais qui n'ont pas prospéré parce qu'en fait, pour qu'on mette en place tout le dispositif, comme mon cher ami a commencé par le dire, il faut principalement 3 choses. Il faudrait vraiment que d'abord l'entrée, on puisse gérer pour que le flux puisse être maîtrisé, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin même des données par rapport aux quantités. C'est vrai, nous avons des statistiques qui nous parlent de 10 000 tonnes, n'est-ce pas, de déchets par an, 9,2 tonnes par rapport à la dernière, aux dernières études qui ont été faites. Mais en réalité, on n'a pas une connaissance exacte, n'est-ce pas, de la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques qui sur le territoire aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Il faut mettre en place un système de récupération, de collecte de ces déchets-là.
Et ça, tout le dispositif, n'est-ce pas, de tri, pour qu'en réalité, on puisse les séparer des autres déchets et les convoyer vers des structures de recyclage. Et le recyclage, dans les pays développés, ça passe par un système de broyage et de récupération, n'est-ce pas, des différents métaux. Et c'est là où on peut voir, n'est-ce pas, que dans ces déchets, malgré tout, nous avons des métaux précieux, comme de l'or, autre chose, n'est-ce pas, qu'on peut récupérer, etc., etc. Donc, ce type n'est pas encore opérationnel ici, chez nous, au Bénin. Et tout est à faire par rapport à ça, pour qu'en réalité, nous puissions trouver et mettre en place une solution efficace par rapport à la question de ces déchets d'équipements électriques et électroniques qui ne font que croître dans nos pays. Très bien. C'est en quelques secondes. Le Bénin a quand même développé, l'année dernière, une approche quand même qui fait tache d'huile dans le monde. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le matériel nécessaire pour gérer ces déchets, mais c'est d'abord sur papier, mais ce n'est pas encore développé pour qu'on puisse avoir vraiment... Vous parlez de quelle initiative? Ils appellent ça l'initiative du Bénin de recyclage des déchets électriques et électroniques. D'accord. Et création d'emplois verts. D'accord, on va essayer de creuser un peu plus. Joséa, vraiment désolé, malheureusement, on n'a plus vraiment... Un petit mot, mais vraiment tout petit. Oui, tout petit, c'est pour dire que c'est dit que je pensais que le Bénin pouvait aller plus vite, parce qu'on n'a rien à inventer. Il y a des expériences ailleurs qui marchent, mais pourquoi on ne met pas en place les dispositifs pour s'inspirer de ces expériences pour aller plus loin? Je crois qu'il y a du travail à faire dans ce sens. Absolument. Pour que les gens puissent trouver des solutions. Merci Joséa, merci Dr Gbedo, merci Alain, merci Will. On se retrouve très, très bientôt pour un autre débat tout aussi intéressant et tout aussi utile à la communauté. 5 sur 7 matin, un dernier rendez-vous avec Ulvaeus Balogun. Il a lu pour nous les journaux. Il nous en donne sa lecture. À tout de suite. La revue de presse de Ulvaeus Balogun, tout de suite. Et maintenant sur Bénin Télévision. En effet, la revue de presse qu'on démarre par les réformes ambitieuses engagées pour moderniser le sous-secteur des transports terrestres. Il s'agit notamment de la modernisation du transport routier avec la lettre de voiture électronique qui sera lancée ce jour. Nous dit le journal Fraternité. Vous vous demandez certainement ce que c'est que la lettre de voiture électronique. Eh bien, c'est un dispositif conçu pour fournir des informations précises sur la nature des marchandises, leur origine et leur destination. Le dispositif permettra de réduire considérablement les risques de perte ou de vol tout en simplifiant la gestion des livraisons. Cette initiative, selon Fraternité de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, marque une avancée majeure dans la gestion du fret routier et garantit une meilleure traçabilité et une sécurité renforcée des marchandises transportées. Et cette grogne à présent dans la commune de Semek-Podi, c'est le journal Le Matinal qui en donne écho dans sa parution du jour et qui dit que malgré une note de mise en garde du ministère du Commerce, le prix de la tonne de ciment est toujours en hausse, comme c'est le cas dans la commune de Semek-Podi où les spéculations ont pris une nouvelle tournure avec la tonne de ciment qui est vendue à près de 100 000 francs CFA. Le journal nous explique qu'en faisant le tour de quelques dépôts de vente de ciment dans le village de Diefa, il ressort que la tonne du ciment est actuellement à 98 000 francs CFA. Une situation qui inquiète les consommateurs qui subissent de plein fouet les effets de cette augmentation dont ils ignorent les tenants et les aboutissants. À ce jour, eh bien, aucune explication n'a été donnée sur les causes de l'augmentation du prix du ciment, renchérit le journal qui appelle les autorités du ministère de l'Industrie et du Commerce à sévir dans le rang des revendeurs indélicats. Sur le plan politique à présent avec Matin Libre qui observe que depuis quelques jours, des rencontres se multiplient entre les anciens présidents de la République et les anciens présidents d'institutions. Le journal nous apprend que les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boniaï vont bientôt se retrouver dans un même creuset que les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou, Adrien Humbedi, Idi Kolaole, Mathurin Nago et les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou, Théodore Olo. L'objectif de ce creuset, eh bien, c'est de renforcer les liens et de valoriser les expériences des uns et des autres au service du pays. Le journal précise
qu'il ne s'agirait pas d'un projet à visée électorale, même si au regard du timing choisi, eh bien, de légitimes interrogations peuvent se poser. Le journal explique néanmoins que même si toutes ces personnalités n'ont pas la même vision pour 2026 et certainement pas les mêmes intérêts, les joutes électorales à venir constituent un sujet délicat qui va le plus focaliser les attentions et qui reviendra sans cesse au centre des débats. Comment alors ce cadre de concertation va fonctionner quand les avis divergent sur les questions majeures qui entrent dans le champ politique, s'interroge Matinal qui doute déjà de la pérennité de ce projet. Hors de nos frontières, l'Indépendant revient sur cette décision du Niger qui annonce son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans un courrier adressé aux diplomates en poste à Niamey, le ministère nigérien des Affaires étrangères a annoncé donc le retrait du pays de l'OIF, une décision souveraine selon la missive, d'autant plus que Niamey, il faut le dire, avait été suspendu de l'organisation quelques mois après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. On apprend que dans la même veine, eh bien, le Burkina Faso a aussi pris une décision similaire. Le journal ajoute que le Niger et le Burkina Faso sont tous deux membres de l'Alliance des États du Sahel avec un autre troisième pays, le Mali, qui pourrait d'ici là également se prononcer sur le sujet, sachant que le trio ne cache pas sa volonté de prendre davantage ses distances vis-à-vis de la France. Merci beaucoup à vous, Ulvaeus Balogun. On se retrouve demain. Demain, Inch'Allah. Sur la matinale 5 sur 7 matin. Voilà, qui vient mettre un terme à 5 sur 7 matin de ce mardi 18 mars 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Émile Fouenaillon. Retrouvons-nous demain, quand il sonnera très exactement secteur 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. On voit bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.